fin de séquence des 8e journées de Foncier Solidaire France. Pour cette dernière table ronde, on va vous proposer de regarder le BRS comme un levier d'action publique locale et d'examiner, on en a un petit peu parlé déjà lors des plénières, vous en avez évidemment parlé lors des ateliers dans l'après-midi et encore ce matin, de la capacité d'impulsion des élus à des échelles différentes, on va le voir, et des outils dont ils disposent à chaque étape pour déployer le BRS sur leur territoire. Et donc pour en parler, 5 élus, 5 territoires, 5 échelles, 5 moments aussi de déploiement du BRS. Je vous demande d'accueillir Agnès Touvenot, première adjointe au maire de Villeurbanne, Lucie Champenois, adjointe au maire de Nanterre en charge du logement et de l'habitat. Installez-vous comme vous voulez sur les fauteuils. Olivier Levrin, maire de Viroflay et président de l'OFS des Yvelines. Jacques Baudrier, adjoint au logement et à plein d'autres choses de la ville de Paris. Et Nicolas Choutit, maire de Bretenière et vice-président de Dijon Métropole en charge du foncier. Je vous laisse vous installer. Alors, peut-être très rapidement, un premier tour de parole chacun pour que vous nous disiez un petit peu, sans rentrer à ce stade dans les outils, mais pour comprendre pourquoi chacun de votre territoire et chacun de vous a voulu se saisir du BRS, à quels besoins ça doit répondre et où vous en êtes. On reviendra dans un second temps sur les leviers plus concrets, les conditions de mise en œuvre. On va commencer avec vous, Nicolas Choutit, puisque Dijon Métropole vient d'obtenir son agrément OFS, donc vous en êtes vraiment au démarrage de la démarche. Qu'est-ce qui a fait basculer la métropole et qu'est-ce qui a fait que la métropole a choisi cet outil? Bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir. Écoutez, la métropole a fait ce choix, on va dire raisonné, de pouvoir rentrer dans le système BRS parce que on a un constat sur la métropole. Alors ça peut faire peut-être sourire, mais pour nous, on pense que c'est un territoire tendu. Parce qu'aujourd'hui, le prix du mètre carré en neuf est à peu près de 4 000 € du mètre carré. Alors, chez nous, c'est un prix exorbitant, c'est beaucoup, effectivement. Et on s'aperçoit aujourd'hui que 266 000 habitants sur la métropole, mais 100 000 véhicules qui rentrent chaque jour sur notre métropole pour que des personnes viennent travailler sur la métropole et qui n'ont plus la possibilité de se loger chez nous. Alors je pense notamment aux classes moyennes qui sont obligées de faire 30 ou 40 km chaque jour pour partir très très loin et pour revenir. Alors en termes d'écologie, on va dire, on n'est pas exemplaire en faisant rentrer 100 000 véhicules. Bon, des aménagements sont bien entendu mis en place. Mais aujourd'hui, voilà, on voulait profiter de ce levier BRS. Alors j'expliquerai tout à l'heure, on redébattra avec tous les leviers que l'on a, avec le PFL, tout cela. Mais aujourd'hui, voilà, l'objectif de la métropole, c'est bien de pouvoir maîtriser déjà, du foncier, ça c'est le plus important, ça a été la politique menée par le président Rebsamen depuis des années, mais surtout accueillir dignement les personnes qui travaillent sur la métropole et pouvoir les loger dignement. Voilà. Merci beaucoup. Lucie Champenois, alors là on passe sur un niveau de déploiement qui n'est pas du tout identique à Dijon, puisque vous, à Nanterre, le BRS, c'est maintenant 100% de l'accession encadrée sur la ville. Oui, tout à fait. On a fait le choix en 2022 de basculer complètement notre politique d'aide à l'accession. On avait du PSLA et on a basculé en 100% BRS. Le constat qui était fait dans une situation d'extrême tension à Nanterre, ça me faisait sourire, parce que peut-être qu'on y reviendra, mais nous, le BRS aujourd'hui, c'est 3 800 € du mètre carré à peu près, et c'est voilà, ça notre foncier pas trop cher. Donc un peu plus loin du RER A, je le crains. Donc c'est vrai qu'on a fait ce choix-là parce que on constatait que l'accession encadrée, ça permettait pas de garder une maîtrise du foncier à long terme, puisque à l'issue des clauses antispéculatives, on perdait les logements, et là on voit des logements qui ont doublé de valeur. Alors c'est des trajectoires résidentielles pour les gens qui sont super, mais d'un point de vue de la ville et de permettre l'accession encadrée et de l'accession sociale à très long terme, c'était plus fonctionnel. Donc on a tout basculé en BRS depuis cette année-là, et on a aujourd'hui 3 programmes livrés et 8 programmes en commercialisation. Donc on est à plusieurs centaines de logements en BRS dans la ville maintenant, et ça continue. Merci beaucoup. Agnès Touvenot, à Villeurbanne, le BRS, c'est une brique supplémentaire de la politique locale de l'habitat. C'est vraiment un dispositif que vous avez inscrit en complémentarité avec tous les autres outils que la ville pouvait mobiliser. Oui, bonjour à toutes et à tous déjà. On
on a des BRS depuis, le premier est sorti en 2019. Aujourd'hui, on en a 122 livrés et on en a 122 qui vont être livrés d'ici la fin 2027 et on en a 400 qui sont programmés. Donc oui, c'est véritablement une brique supplémentaire et qui ne doit pas se substituer au logement social. Elle est vraiment très complémentaire. Donc nous aussi, on a basculé toutes nos PSLA en BRS. Avec une vraie crainte, notamment puisque donc moi je parle depuis Villeurbanne, mais Villeurbanne est dans la métropole de Lyon et les villes sont très diverses dans la métropole de Lyon et on voit une vraie tentative dans certaines communes de substituer le BRS au logement locatif social. Donc oui, il faut continuer à avoir du BRS en plus des opérations de logement social, 30% de logement social et on tente entre 15 et 20% de BRS dans l'ensemble des programmations puisque les typologies, les revenus, les profils de ménage sont totalement en phase avec ces niveaux de ressources. Voilà. Et après, avec ce qu'on observe, c'est que des promoteurs immobiliers qui, au début de la programmation, sont hyper rétifs en disant non, c'est beaucoup trop, ça va jamais tourner, l'opération, elle va pas tourner. Vous connaissez le. Et puis qui, quelques mois plus tard, reviennent nous voir et nous disent est-ce qu'on pourrait augmenter la part de BRS? Voilà. Et on voit bien que finalement, la part de BRS est aussi un moyen de faire sortir des opérations qui sont en difficulté. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Jacques Baudrier, vous êtes élu de Paris, une ville où on sait le prix du mètre carré est sensiblement différent de celui qu'on peut avoir à Dijon. Le BRS a permis de recréer une accession sociale à la propriété qui sinon était complètement à l'arrêt. Oui, tout à fait. Le prix de l'immobilier à Paris, c'est près de 10 000 euros du mètre carré. Parce que le marché est arrivé par les résidences secondaires. C'est près de 30% du parc immobilier à Paris, c'est les logements vides des résidences secondaires, donc des gens qui ont de gros moyens, des patrimoines immobiliers de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, et c'est eux qui fixent le prix, en fait. Donc, pour l'accession à la propriété, pour les primo-accédants, c'est uniquement les ménages des 9e et 10e déciles qui peuvent espérer, donc ça exclut 80-90% de la population. Donc, c'est pour ça que le BRS, pour nous, ça a été l'outil de créer une accession sociale à la propriété. Alors, nous, c'est 5 000 euros le mètre carré, mais 5 000 euros le mètre carré à Paris, par rapport au neuf qui est à 13 000, vous voyez, c'est pas cher du tout. Et donc, on a lancé ça depuis 4 ans. Et là, on a 1100 projets partis, 300 en chantier. Et donc, le but, on en est à un rythme pour l'instant de 300 par an. L'objectif de cette mandature, avec Emmanuel Grégoire, c'est d'arriver à 1000 par an. Oui, on voit un volume aussi sensiblement différent. Alors, Olivier Lebrun, là, on est sur une autre échelle, puisque dans les Yvelines, le BRS, il est né finalement un peu sous l'impulsion du département. Oui, absolument, sachant que c'est une compétence qui n'est pas une compétence des départements, la question du logement. Mais il se trouve que le département des Yvelines, depuis de nombreuses années, plus de 15 ans, en fait, s'intéresse, plus que s'intéresse d'ailleurs à la question du logement, et avait mis en place d'autres dispositifs précédemment pour aider les communes en fait, à construire notamment, et construire notamment du logement social, parce qu'un certain nombre de communes dans les Yvelines sont assujetties à la loi SRU. Et donc, on a mis en place des aides financières, un certain nombre de choses. Et quand le BRS est arrivé, en fait, on s'est dit pourquoi pas créer un office foncier solidaire départemental qui permettrait justement de proposer un produit complémentaire qui ne se substitue pas évidemment au reste, complémentaire pour pouvoir justement faire en sorte que les Yvelinois puissent se loger dans des bonnes conditions et avec une exigence, on en reparlera certainement tout à l'heure, une exigence de qualité importante. Et au résultat, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette OFS est née en 2021 et on a déjà plus de 730 opérations engagées et on a déjà 12 opérations qui ont été livrées. Et pour environ 200 logements déjà livrés. Et on en a d'autres, on en a à peu près 400 qui sont déjà réservés pour des opérations à venir. Donc une montée en puissance assez forte, avec un engagement financier aussi du département qui était assez fort dès le début. Merci. Alors, merci d'avoir joué le jeu de réponses courtes. Ça, c'était pour poser le cadre, effectivement, voir un petit peu d'où on partait sur vos territoires. Si on examine maintenant un petit peu les leviers d'action d'action pour passer de l'intention et du volontarisme que chacun vous affichez au fait de effectivement sortir des logements et arriver à passer à une production parfois conséquente, vous venez de le dire. Agnès Touvenot à Villeurbanne, alors vous avez un petit peu parlé des promoteurs il y a un instant. Vous avez un objectif de 15 à 20% de BRS, je crois, dans les opérations, dans n'importe quelle opération de construction. En fait, vous passez beaucoup par l'outil qu'on appelle l'urbanisme négocié. Comment l'élu arrive vraiment à peser dans les opérations face à des promoteurs ? On tient. Non,
il y a à la fois on a l'urbanisme négocié et puis on a aussi introduit dans la dernière modification du plan local de l'urbanisme porté par la métropole de Lyon et notamment quand Renaud Père était vice-président, en fait d'introduire les BRS dans les secteurs de mixité sociale. Et on a travaillé quartier par quartier pour venir équilibrer là où on avait plus de logement social, augmenter la part du BRS et puis de minorer un peu la part de logement social. Et donc c'est là où ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une brique complémentaire. Donc on a les SMS et on a la négociation qui n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, j'ai en tête beaucoup 2 ou 3 opérations au moins là, juste ces dernières semaines où le promoteur finalement revient et augmente la part de BRS. Ce qu'on voit aussi, c'est que la négociation, elle se passe sur la charge foncière. Donc ça, c'est l'Office foncier solidaire du Grand Lyon qui conduit cette négociation. Et là aussi, il faut qu'on arrive à avoir des charges qui soient raisonnables. Et donc, le fait de tenir, notamment cette part de BRS assez élevée, permet quand même de négocier des charges foncières à la baisse. Et aujourd'hui, finalement, autant il y a 3 ans, les promoteurs n'avaient pas du tout envie de lâcher du BRS, mais aujourd'hui, en fait, c'est véritablement une sortie assez pratique parce que finalement, c'est des coûts de commercialisation qui sont bien inférieurs à ce qu'ils feraient sur le libre. Voilà. Et même moi, aujourd'hui, j'ai des promoteurs qui me demandent de passer 100% en BRS. Et là, en fait, là, on dit non, puisqu'on a aussi besoin d'accession sociale à la propriété. Voilà. Et puis aussi 100% logement social, mais ça, c'est une autre... là aussi, sur des ventes en bloc. Voilà. Ce qu'on n'arrive pas à maîtriser quand même... ce qu'on n'a pas du tout réussi à maîtriser entre 2022 et 2023, c'est la charge foncière, puisqu'on avait une ambition politique de monter beaucoup de BRS. On était au démarrage des opérations et c'est vrai qu'on a quand même rétrospectivement engagé des opérations avec des charges foncières trop élevées. Donc, alors, sur la métropole de Lyon, Villeurbanne, on a engagé des charges foncières jusqu'à 1 000 euros. C'est vrai que c'est plus raisonnable d'être à 700 euros hors opération d'aménagement, hors foncier maîtrisé par le public. Merci beaucoup. Il y avait quand même un point que vous aviez évoqué quand on préparait cette séquence, c'était que dans la négociation, il y a un point aussi sur la qualité des logements. C'est-à-dire qu'il y a le volume que les promoteurs consentent à faire, mais il y a aussi les lots qu'on vous propose. Ça fait écho aussi à des conversations que j'ai eues hier avec certains OFS. Voilà, c'est pas toujours évident aussi de faire en sorte qu'on vous propose pas des queues de programmes ou des choses qui partent pas ailleurs. Oui, ça c'est une vraie vigilance et ça on a les équipes de la foncière solidaire qui vont voir les logements, qui regardent les plans de manière extrêmement approfondie en lien avec l'architecte conseil de la ville parce qu'en effet on nous a proposé à des moments que des T3 mono-orientés, les derniers programmes avec les chambres qui sont toutes biscornues, certes elles font 9 mètres carrés mais alors elles sont, voilà on peut même pas rentrer un lit d'enfant. Donc on a cette vigilance là et puis cette capacité à dire non et de faire pression. Donc ça voilà, là aussi dans un moment où la promotion privée est plus en difficulté, on a une force de négociation, mais ça me demande aussi des moyens et des compétences aussi au sein des organismes fonciers solidaires. Ok, merci beaucoup. Lucie Champenois, à Nanterre, vous passez par une charte qualité, notamment. Vous avez aussi un outil qui est l'ASAC. Vous faites aussi du BRS en diffus. Vous avez du foncier municipal que vous pouvez mettre à disposition. Donc, voilà, vous avez un certain nombre d'outils. Sur ces différents outils, par quoi qu'est-ce que vous privilégiez, pardon, et est-ce qu'il y en a un qui fonctionne le mieux pour inscrire le BRS dans la production ? Alors oui, on utilise tous les outils qu'on peut. En fait, nous, on a un objectif en chiffres un petit peu différent de Villeurbanne, puisqu'on vise 10% de BRS partout, mais 40% de logement social. Donc c'est vrai que chacun, après, trouve aussi ses équilibres. Maîtriser le foncier, ça aide toujours, puisque c'est ce qu'on dit aux promoteurs, et c'est ce que vous leur dites maintenant. Hein, la charge foncière, quand ils sont propriétaires, c'est la variable d'ajustement. Donc c'est ça qui doit permettre de sortir les programmes. Et c'est ce qu'on peut, de manière volontariste, faire dans nos zones quand on est très maître chez nous, ce qui n'est pas le cas partout à Nanterre, hein, parce qu'on est souvent en zone sous aménageurs de l'État, donc les discussions sont différentes. Mais de le programmer systématiquement, d'aller jusqu'à chercher dans le diffus, d'aller négocier avec les promoteurs, mais il faut quand même rappeler que le rapport de force, il est dans le sens du pouvoir politique qui a sa maîtrise de l'aménagement, donc il ne faut pas avoir peur en fait de leur dire parfois, mais ça se passera comme ça, c'est tout. Donc, et en fait maintenant ils y vont. C'est vrai qu'il y a eu quand même un frein pendant quelques années où c'était très nouveau, on ne savait pas ce que ça donnait, et aujourd'hui, alors nous, ils ne reviennent pas nous voir encore pour augmenter la part de BRS, mais c'est vrai que ça ne nous pose plus de problème de demander ça dans une AMI ou dans ce genre de choses, donc on n'hésite plus à le faire. Je reviens sur les vigilances qu'il faut avoir. C'est vrai que par contre, c'est une négociation et une discussion au long cours,
Parce qu'on peut remplir le cahier des charges de départ et après, alors il y a soit les T3 mono-orientés, mais nous, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est tous les rez-de-chaussée et les R+1 en BRS, et puis les vues dégagées sont en accession libre, quoi. Donc nous, ça, c'est vraiment des vigilances qu'on a au gré à gré, et on se voit, et on se revoit, et on se revoit, jusqu'à ce que voilà, on ait une répartition normale des logements normaux, parce qu'on n'est pas propriétaire de second rang quand on est propriétaire en BRS, en fait. Donc voilà. Mais ça rentre aussi, hein. Et vous travaillez aussi à de la réhabilitation. Vous envisagez des opérations de réhabilitation par le biais du BRS. On va lancer, on a lancé notre première AMI de BRS dans l'ancien. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Ce matin, je voyais Séquence qui en a fait. Mais nous, ce sera le premier dans les Touraillots, donc un quartier bien connu à Nanterre, avec qui arrive, quoi. Ça y est, c'est lancé. S'il y a des promoteurs dans la salle. Je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, on a beaucoup parlé d'eux depuis hier, mais merci. Sur Dijon, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure dans votre réponse, vous avez une chaîne d'outils très intégrée entre la métropole, le PFL, l'OFS. En quoi l'organisation, selon vous, elle est favorable au développement du BRS ? Je voudrais revenir, parce que tout à l'heure, on a parlé du BRS, mais pour le moment, nous, on est les petits nouveaux. On a eu notre agrément à l'OFS le 25 novembre 2025, donc on n'a pas encore sorti de programme pour le moment. Mais pour revenir donc, voilà, aux outils, effectivement, vous l'avez dit, on a la chance d'être dans une métropole qui a un EPFL, qui a un aménageur public. Maintenant, un OFS, et bien entendu, la finalité, c'était de faire du BRS. Aujourd'hui, on a tous les outils réunis dans notre métropole pour pouvoir aller chercher, comme je le disais tout à l'heure, du foncier, parce qu'aujourd'hui, le foncier, c'est le nerf de la guerre. Et on a la chance, voilà, d'avoir toute cette armada derrière nous. Maintenant, il faut savoir l'utiliser, savoir la mettre en œuvre et pouvoir répondre aux besoins du territoire. Je vous rappelle, au tout début de la métropole, on a créé le PFL et dès le début de l'aventure, en fait, on a porté la volonté de logements sociaux. Je répète, le président Rebsamen était vraiment ancré sur le foncier et le logement social. Donc aujourd'hui, tout est réuni chez nous. On a tous les outils pour donner un toit à tout le monde. Voilà, dans des prix raisonnés. Vous pouvez nous rappeler les objectifs de BRS que vous portez ? Alors, les objectifs en BRS, on va dire sur les 3 prochaines années, alors pas les 3 prochaines années, parce que le temps que les études sortent de terre, on espère avoir nos premières opérations en début 2028. Ça serait à peu près 300 logements, une centaine de logements par an. Et après, en allant crescendo, ça serait aux alentours de 250 logements par an. Et pour faire écho à ce qui a été dit juste avant par Lucie Champenois et Agnès Touvenot, vous aussi, vous voyez les promoteurs qui commencent à s'intéresser à ce nouveau dispositif parce que crise oblige, ils sont contents d'avoir un nouveau véhicule qui leur permette de sortir des programmes. Effectivement, j'ai mon responsable de l'OFS qui est présent aujourd'hui avec moi. On a rencontré 10 promoteurs sur ces dernières semaines. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ils n'étaient pas forcément intéressés avant par le programme, mais quand on voit aujourd'hui la réalité du marché, lorsqu'ils sortent un programme, malheureusement, ils n'en vendent pas beaucoup. Et le BRS est un moyen de pouvoir attirer les promoteurs, mais surtout également, on pourra mixer avec du logement libre et puis du logement BRS. Voilà, ça c'est important aussi. Merci beaucoup. Jacques Baudrier, Paris aussi, elle a d'importants leviers structurants à sa disposition pour développer le BRS, notamment un OFS unique qui est habilité à opérer sur son territoire, une capitalisation importante de l'organisme foncier, un PLU. Voilà, il y a un certain nombre d'outils que la ville met à disposition, notamment de cet outil. Oui, il y a quand même pas mal de moyens, heureusement. Il en faut toujours plus, hein, mais pour la politique du logement à Paris, parce qu'on a quand même produit 130 000 logements sociaux, donc on est dans des échelles en 25 ans, donc on est dans des échelles importantes. Là, le programme, c'est de faire 4 000 logements sociaux par an et 4 000 logements abordables, dont 1 000 logements en BRS par an. Donc c'est voilà, dans ce cadre de cette politique, donc on met des moyens, on a capitalisé notre OFS. Dans le cadre du PLU, on a inventé des règles de servitude de mixité sociale favorables au BRS, en particulier dans les zones de non-déficit en logement social. Et puis, mis un certain nombre de pastilles de réserve BRS, pas assez. Donc, on va modifier le PLU, on va en remettre d'autres.
C'est 113 immeubles pastillés aujourd'hui. 113 immeubles, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. On s'en occupe. Et puis, on utilise dans nos ZAC, alors c'est un peu nos dernières, puisque le foncier à Paris est extrêmement circonscrit. Et donc, on a encore, il y a certains toutes les dernières ZAC de la dernière mandature, on les a beaucoup réorientées pour produire plusieurs grosses centaines de BRS. Merci. Et vous avez aussi, dans votre relation avec les promoteurs, je crois, un dispositif, vous procédez par encadrement des prix, parce que vous faites que de la VFA, et vous avez un encadrement des prix pour éviter oui, aussi... tout à fait, mais aussi pour le logement social, donc c'est par effet miroir, on a des prix réglementés, tout à fait. Et qui, du coup, vous permettent de voir quoi par rapport... Qui nous permettent de produire des prix accessibles. Enfin, néanmoins, un logement en BRS coûte pratiquement aussi cher en argent public à Paris qu'un logement social. Donc c'est quand même pour la ville un effort financier important, mais qui est à la mesure de son effort pour le logement. Et c'est aussi, au vu du prix de l'immobilier à Paris qui est quand même très élevé, c'est souvent la seule façon de devenir propriétaire et d'offrir un parcours résidentiel. On a une part importante des accédants qui sont des familles qui viennent du logement social. Merci. Et le fait de choisir d'avoir un OFS parisien, votre propre outil, ça a été... qu'est-ce qui a présidé à cette décision ? Elle a été prise, je n'étais pas adjoint à l'époque, mais je dirais que c'est disons, un peu la coutume dont on aime bien, enfin la politique de logement. On a nos trois bailleurs qui contrôlent 80-90% de logement social à Paris. On a l'habitude de porter... Est-ce que la construction à Paris se fait massivement encadrée dans le cadre public, dans le cadre de la production de logements sociaux? Donc c'est l'OFS, les 3 maîtres d'ouvrage qui sont au conseil d'administration de l'OFS sont nos 3 principaux bailleurs. Donc c'était assez logique au vu du poids de la sphère publique dans la construction à Paris, que ce soit un OFS unique adossé à nos bailleurs. Merci beaucoup. Dans les Yvelines, la collectivité a aussi fait le choix d'avoir un OFS en propre et de le doter de moyens financiers confortables, ou je ne sais pas si on peut dire confortable, mais en tout cas 20 millions. Oui, même plus que ça encore, c'est plus de 20 millions. Donc ce choix qui a été fait, alors, il faut savoir que c'est un OFS départemental, mais il y a la place pour d'autres OFS, parce que l'OFS des Yvelines n'a pas vocation à faire tous les OFS de façon prioritaire, enfin de façon unique sur le département. Donc, et le BRS n'est pas forcément toujours la béquille pour certains promoteurs pour arriver à commercialiser leurs opérations. Donc ça, c'est un point qui est un point important. Sur le département, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est engagé, a mis des dizaines de millions dans une politique du logement il y a quelques années, dans un contrat de développement de l'offre résidentielle par exemple. Et là, pour le FS des Yvelines, ce sont 26 millions d'euros qui ont été décidés par département à destination de l'OFS, qui sont versés de façon progressive, dont 2 millions qui sont mis en fonds de garantie en fait, pour la suite, parce qu'il faudrait qu'ensuite les BRS vivent. Et donc il y a aussi des garanties qu'on peut apporter aux acquéreurs. Et le département a aussi doté l'OFS d'une dotation de fonctionnement initiale, et jusqu'au moment où l'OFS devient, j'allais dire profitable, bénéficiaire, et peut s'auto-alimenter en fait en l'occurrence. Et un point qui était important aussi, c'est le fait que grâce à cette dotation, qui est une dotation considérable quand même pour le département, surtout actuellement, on avait aussi fait le choix d'avoir une redevance, c'est peut-être une particularité au niveau des OFS, mais une redevance de 1 euro par mètre carré pour l'ensemble des opérations qu'on a menées jusqu'à présent. La crise financière, la crise immobilière est passée par là. Et donc, en fait, on a décidé de moduler un peu maintenant cette redevance et de la passer à un minimum de 1,50 € jusqu'à un maximum de 2 €. Mais néanmoins, en fait, on est quand même sur des redevances qui restent encore tout à fait accessibles pour les ménages qui sont amenés à acquérir un BRS. Donc, voilà, donc on fait évoluer le modèle de façon progressive, mais c'est vrai qu'avec des moyens du département qui étaient des moyens importants, parce que le département a fait le choix depuis des années d'aider les communes à se moderniser, parce que créer du BRS, c'est aussi créer du logement. On n'est que dans du neuf. Et donc de créer du logement qui soit du logement parfaitement isolé, enfin avec tout un tas de qualités dont on a besoin actuellement. Donc, et je le redis, en tout cas, le BRS ne se substitue pas au logement social. Et donc dans certaines villes, on peut se dire j'ai 30% de logements sociaux classiques de LLS, et puis je peux rajouter 10-15% de BRS, ce qui fait qu'on peut arriver presque entre 40 et 50% de logements sociaux
dans une opération, ce qui fait que c'est une vraie mixité en l'occurrence, en fait, et avec un vrai parcours résidentiel. Et il faut dire aussi qu'au niveau de l'OFS, le département n'est pas tout seul, on a aussi intégré dans notre conseil d'administration, on a intégré un aménageur public et également un bailleur social, dont chacun apporte aussi ses compétences dans l'aménagement et dans la question de l'identification aussi des bénéficiaires. Merci. Pour être sûr de bien comprendre, l'aide apportée par le département, c'est pour les BRS qui sont produits par l'OFS départemental ou pour n'importe quel BRS produit sur le périmètre du département? Ah non, quand même, il ne faut pas exagérer. Non, J'avais bien compris, donc. C'est pour l'OFS des Yvelines. Après, les autres OFS se débrouillent avec leur fonds propres. C'est dit. Vous parliez à l'instant de la qualité, on va rester avec vous. On a un petit peu abordé la question déjà avec Villeurbanne et Nanterre. Vous insistez beaucoup sur la qualité des logements parce que vous trouvez finalement que ce que vous produisez en BRS, ça a vocation à être, ou en tout cas ce que vous constatez, c'est que c'est plus qualitatif finalement que ce qui est produit dans le secteur privé, Olivier Lebrun. Et oui. Donc parce que on a des opérations de BRS qui sont parfois en fait intégrées dans des opérations plus larges, et d'autres opérations qui sont à 100% BRS. Et on a clairement exprimé le fait que on voulait une vraie qualité de ces logements pour ne pas vendre à des ménages des logements qui pourraient ne pas être adaptés en termes de taille, qui soient bien en fait isolés, qui répondent en fait aux besoins actuels. Donc en fait, ce qui fait que on privilégie des logements en taille moyenne plus importante que ce que peuvent faire des promoteurs habituellement. Donc ça, c'est un point important. Et je pense qu'on a aussi plus des 3/4 des logements qui sont des 3 pièces ou plus. Là aussi, pour éviter d'avoir des petits logements. Et en fait, ça a vocation à accueillir des familles. C'est ça aussi le sujet, des familles dans parfois des villes qui ont plutôt une tendance à perdre des familles, à perdre des enfants, j'allais dire en nombre. Et donc là aussi, pour essayer de relancer et d'avoir une mixité qui soit à la fois sociale, mais également une mixité familiale. Et l'autre élément, c'est le fait qu'on les vend aussi, comme tout OFS. En fait, on fait en sorte que les logements soient entre 35 et 40% en dessous du prix du marché. Les plus chers qu'on ait pu vendre, c'est aux alentours de 4 900 € du mètre carré, qu'on est dans le neuf à 7 000, 7 500 € du mètre carré, dans les villes les plus tendues de l'Est yvelinois, par exemple. Et donc, clairement, en fait, ce choix, et on a aussi, en fait, une sorte de charte, en fait, qualité, en termes de matériaux, pour que les logements qu'on vende soient des logements durables, et que l'immeuble aussi, si on est à 100% BRS, que l'immeuble lui-même soit aussi, donne aussi une garantie aux acquéreurs qui n'est pas dans 5 ans un ravalement à faire, des choses comme ça. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation de notre côté. Merci. Agnès Touvenot, on en parlait tout à l'heure, vous pointiez le risque que vous avez constaté que les logements proposés soient les moins bons. Comment, au-delà de la négociation, vous pouvez faire en sorte de garantir la qualité de l'habité? Parce que on sait bien, on en a parlé déjà hier et on en parle depuis des années dans ces questions, le BRS, ça peut interroger en étant déjà une propriété perçue comme étant pas une vraie propriété. Il y a la question de la qualité de ce qu'on propose aux habitants, elle est extrêmement importante. Oui, elle est extrêmement importante. Et aujourd'hui, je dois le reconnaître, on n'est quand même pas encore à la hauteur d'avoir des bâtiments qui notamment puissent être habitables en 2080 et 2100, mais en fait comme toute la promotion immobilière. Et on voit que sur la question du confort d'été, il va falloir qu'on augmente nos exigences. Voilà, et je notais une charte qualité dédiée au BRS, ça me donne des idées pour ce qu'on pourrait faire également sur la métropole de Lyon. Et puis sur la taille des logements également, on a des logements qui sont entre guillemets de plus en plus petits, et les promoteurs nous disent c'est parce qu'en fait les familles sont de plus en plus petites. Non, mais en fait, c'est surtout parce que les gens ils peuvent payer de moins en moins de mètres carrés compte tenu du prix de l'immobilier. Donc on a cette négociation-là, et on a aussi les négociations sur la question des charges de copropriété, puisque quand on accède au BRS, on a aussi des ménages qui n'ont pas forcément, restent des ménages modestes, qui n'ont pas des grandes ressources. Et aujourd'hui, on a du mal à anticiper quelles seront les charges de copropriété du quotidien, puisqu'il faut aussi ajouter la redevance, et finalement, ça vient peser
peser sur des charges précontraintes de logement qui sont relativement importantes. Et ça, il me semble qu'on a quand même des progrès à faire pour qu'on ait cette vraie visibilité, notamment dans des opérations d'aménagement qui sont encore un peu trop en forme de macro-lots, et on sait que les macro-lots génèrent des charges de copropriété qui sont plus importantes que quand on est sur des petits immeubles un peu dans le diffus dans la ville. Donc ça, pour moi, ça fait partie des enjeux qui sont devant nous. Et sur la typologie, les personnes qui sont plutôt acquéreurs ou la typologie de logement que vous programmez en BRS, on est sur quel type de logement ? On a des typologies qui ressemblent, qui sont assez proches de la production de logements. Mais en revanche, les personnes qui arrivent dans les logements en bail réel solidaire, on a une surreprésentation des familles monoparentales. Sur la métropole de Lyon, les familles monoparentales, ça représente 9,2% des ménages. Et en fait, on est à 17% dans le bail réel solidaire. Donc vraiment, on voit que ça correspond à une demande, notamment beaucoup de femmes après séparation qui accèdent au bail réel solidaire parce que c'est une vraie manière d'avoir un parcours résidentiel et puis surtout, comme c'est beaucoup moins cher, d'avoir des chambres notamment pour les enfants avec tout l'enjeu de l'accueil du bien habité, y compris pour les familles monoparentales. Merci. Lucie Champenois, à Nanterre, vous avez mené une étude assez poussée, je veux dire, sur les habitants et les acquéreurs de logements en bail réel solidaire. Oui, parce qu'on se posait la question que vous posiez, c'est-à-dire comment être sûr que ce programme répond à une utilité et est soutenable pour la ville et pour les familles à qui on la destine. Je pense comme beaucoup de villes et d'établissements publics ici, il y a des caps qui sont donnés. On a, comme à Paris, on plafonne l'accession libre, on plafonne le BRS, on plafonne le logement social, etc. Donc c'est une manière de s'assurer de la soutenabilité. On voulait aussi s'assurer que ça remplissait un objectif politique qui est le nôtre, c'est-à-dire loger des Nantériennes et des Nantériens qui n'arrivent plus à se loger, qui sont toujours sous la menace de partir vu la spéculation foncière, et puis permettre le parcours résidentiel éventuel d'habitants et d'habitantes. Donc de ce point de vue-là, on a été à la fois rassuré sur certaines choses et surpris par d'autres, notamment par rapport à ce que je viens d'entendre. C'est vrai que dans notre étude, on se rend compte que 67% des acquéreurs en BRS sont nantériennes et nantériens. 63% habitaient déjà Nanterre et 5% travaillaient à Nanterre. Donc ça permet aussi de se rapprocher de son lieu de travail. Donc ça, c'était pour nous un très grand soulagement de ce point de vue-là. Et puis 30% des acquéreurs viennent du parc social. Donc effectivement, c'est cette idée de parcours résidentiel rendu possible de ce point de vue-là. Par contre, on s'est effectivement, comme à Villeurbanne, ceci dit, rendu compte qu'on avait des familles monoparentales qui achetaient, donc des femmes après enfants qui achetaient, c'était plus de 12% de nos acquéreurs, et beaucoup de couples sans enfants ou de personnes toutes seules. Donc, si on les somme tous, on est à plus de 80% en fait des acquisitions. Donc, ça nous surprenait aussi parce que nous, dans notre charte qualité, on impose une granulométrie avec beaucoup de T4, des T5, et en fait, on se rend compte que dans le BRS, on a du mal à les commercialiser, quoi. Ça n'attire pas tant que ça. Donc, ça nous fait nous poser des questions. Donc, on va approfondir un peu l'enquête pour savoir s'il faut qu'on fasse une granulométrie spécifique au BRS, si c'est des questions de prix pour les grandes surfaces et ou de granulométrie. Donc, est-ce qu'il faut faire des logements un peu plus compacts en gardant des grandes typologies? Est-ce qu'il faut changer la typologie? Donc là, c'est un peu notre travail pour les prochains mois, en fait, pour qu'on puisse lancer les prochaines opérations de manière un petit peu plus fine de ce point de vue-là, en affinant, y compris même par quartier. Si on y arrive, il y a 11 quartiers à Nanterre sur lesquels les enjeux, les attentes et les besoins sont sans doute différents aussi. Vous êtes très vigilant aussi sur la question de la commercialisation et notamment, je crois qu'en QPV, vous avez une attention particulière puisque par définition, ce sont des quartiers qui peuvent être moins attractifs et donc à veiller à ce que l'écart entre le prix de marché et le prix du BRS soit effectivement, la décote soit très forte. Oui, on voit bien la différence. Nous, on a un commercialisateur unique sur la ville de Nanterre, ce qui nous permet de vite voir aussi et de se rendre compte des choses. Et que dans les BRS qu'on a construits ou qui sont commercialisés en quartier prioritaire, on a plus de mal à les commercialiser, donc ils se vendent moins. Alors après, donc là, les promoteurs reviennent en nous disant on va tout vendre en bloc à des fonds d'investissement. Donc on leur dit je pense pas. on va réfléchir 2 secondes, mais parce qu'on mesure aussi que dans le libre c'est pareil, ils vendent pas mieux en fait, si ce n'est pire. Donc on réfléchit à ce positionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure d'un écart qui est encore
plus important que celui qui est réglementaire des 30%, pour s'assurer de l'intérêt du bail réel solidaire. Nous, on croit au renouvellement urbain dans ces quartiers, mais là, on est par exemple dans un des quartiers dans une phase un petit peu difficile où on ne voit pas encore les fruits de ce que ça donne. C'est difficile de se projeter. Donc c'est sans doute aussi des points durs qui ne doivent pas réfréner l'ambition politique, mais qui doivent parfois nous amener à ajuster de ce point de vue-là sur tel ou tel programme. Merci beaucoup. Jacques Baudrier, à Paris, la programmation elle a été aussi beaucoup basée sur des appartements familiaux. En gros, on fait le même constat qu'à Nanterre. Donc on était parti plutôt sur beaucoup de programmation familiale, T4, T5, un peu T3. Et puis on s'aperçoit que la demande, voilà, c'est pareil. Donc, Paris est proche de Nanterre et Nanterre de Paris. Donc on a beaucoup de demandes de familles monoparentales, de personnes seules. Alors c'est le public féminin aussi. Voilà. L'achat non spéculatif est majoritairement féminin. Voilà. Une salle de plusieurs... Enfin voilà, ça se voit dans toutes les salles où on présente les programmes. Il y a clairement c'est très genré l'achat en BRS. Et donc voilà, c'est clairement on réoriente nos programmes vers plus de T2 et plus de T3. Bon, en gros on a 20 000 abonnés à notre newsletter et quand on propose un T2, on a 3 fois plus d'acheteurs qu'un T3 et pour un T3, 3 fois plus d'acheteurs qu'un T4. Donc, vous voyez, le différentiel est quand même très très important. D'accord, ce qui veut dire que vous allez revoir votre programmation, ou est-ce que vous en êtes au stade pour l'instant du constat et vous, un peu comme pour l'instant, tout se vend hein, à Paris, il n'y a pas de problème, mais en gros, pour répondre à la demande, qui est quand même très importante pour les T2 et les T3, on va en proportion dans les programmations à venir faire plus de T2 et T3, tout simplement pour ne pas décevoir nos milliers d'acheteurs. Vous avez aussi des qualités environnementales et de qualité, des critères environnementaux et de qualité qui sont très forts dans la ville pour la construction en général, et ça se traduit aussi sur la partie BRS. Oui, tout à fait. C'est notre PLU bioclimatique. Le seuil, c'est RE 2020, seuil 28. Donc c'est tout isolant biosourcé. Enfin voilà, il y a une demande, comme il y a le débat sur la construction à Paris, ville très dense. Voilà, il y a une très grande exigence environnementale, y compris politique, mais aussi d'ailleurs des Parisiennes et des Parisiens. D'ailleurs, parmi les premières professions qui achètent à Paris, c'est des architectes. Ça prouve que nos bâtiments ne doivent pas être trop mal. Merci. Sur la qualité aussi, je crois que vous êtes un peu confronté, comme Villeurbanne et Nanterre, à ce que quand même les promoteurs ne vous proposent pas les étages les plus élevés. Je crois que vous êtes aussi un peu Jacques Baudrier à Paris sur les étages inférieurs et avec le fait qu'il faut que l'OFS soit quand même vigilant sur ce qu'on dans nos actes, on fait souvent des immeubles entiers de BRS, hein, donc on n'a pas ce sujet-là, quoi. Et pour les achats avec promoteurs, non, enfin on arrive, il n'y a pas trop de problématiques, quoi. On est très dirigiste. On parlait tout à l'heure du confort d'été. Je crois qu'à Paris, vous avez institué comme norme maintenant d'avoir des brasseurs d'air. Je crois que c'est une annonce que vous avez faite cette semaine. C'est comme nos maîtres d'ouvrage sont nos bailleurs sociaux, donc qui rénovent, qui ont beaucoup rénové, qui ont beaucoup posé de volets. On m'a pas mal posé la question la semaine dernière de la pose de volets. Heureusement, on avait posé des dizaines de milliers. On a bientôt, d'ici la fin du mandat, on aura posé des volets sur tous nos logements sociaux. Donc évidemment, le standard de nos bailleurs sociaux pour la construction ou pour la réhabilitation, parce que nous aussi, on a énormément de bâtiments à réhabiliter. C'est isolant biosourcé, fenêtres en bois, isolation au maximum, et puis un brasseur d'air, et puis bien sûr occultant. Ça, c'est le standard parisien. Merci beaucoup. Nicolas Choutit, vous le rappeliez tout à l'heure, à Dijon, vous en êtes encore au tout début du déploiement du bail réel solidaire. Au vu de ce qu'on vient d'entendre, comment vous anticipez le ciblage et le fait d'avoir un bon ciblage des appartements par rapport à la population qui serait in fine intéressée par le dispositif ? Alors le ciblage, nous, on le fait vraiment sur des quartiers spécifiques à Dijon. Là, on va démarrer... On l'espère 2 opérations très rapidement, mais dans des quartiers qui sont très très bien situés, on va dire, au cœur de Dijon, pour attirer vraiment
les promoteurs éventuels à se développer un peu partout ailleurs. Je pense à une anecdote, on parlait de quartiers bien ciblés chez nous. Dans la métropole de Dijon, nous sommes 23 communes. Et j'ai la maire d'une des communes qui s'appelle Day, qui est une commune très très aisée, qui me demande aujourd'hui d'étudier un programme sur sa commune, parce que c'est des pavillons qui se vendent pas à moins d'1 million d'euros, 1 million, 1,5 million d'euros. Donc aujourd'hui, elle a des personnes, des retraités, des personnes qui ont des très très bonnes situations, et d'autres aujourd'hui qui ne peuvent plus venir sur sa commune, et elle le ressent elle dans ses écoles, elle le ressent dans toute sa, on va dire, l'infrastructure de sa commune. Et aujourd'hui, ça serait, moi je pense aussi, des quartiers intéressants, des villes intéressantes pour mettre en place notre BRS. Merci beaucoup. Vous travaillez quand même sur les classes moyennes. L'idée, c'est quand même d'assurer cette complémentarité entre les produits et de bien travailler. Parce que là, vous êtes sur un ciblage, vous venez de l'expliquer. On a évidemment, avec des maisons à 1 million, c'est assez facile de prévoir que le BRS sera très en deçà du niveau. Mais sur tous les quartiers, est-ce que ça va être possible, ou est-ce qu'il va falloir travailler dans la finesse? Non, je pense que nous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir donner l'accès à la classe moyenne dans tous les quartiers. On essaiera d'axer surtout sur la classe moyenne, mais pour axer sur la classe moyenne, c'est ce qu'on disait, il faut déjà comprendre leurs besoins en matière de logement, en fonction aussi de leurs revenus, de leur parcours de vie. Tout ça, c'est des études qui sont quand même... il faut qu'on prenne le temps de les faire, déjà, pour tout analyser. Et puis, j'avais noté que ça traduit la volonté, nous, de replacer les ménages en situation de besoin, mais les ménages de classe moyenne, situation de besoin dans la conception de logement. Et bien entendu, en étroite collaboration avec les acteurs de la production, on en parlait tout à l'heure, hein. On a commencé à travailler sur certains programmes. Ça, c'est le plus important. In fine, nous, ce que l'on souhaiterait avoir, c'est au niveau des décotes. On en a parlé tout à l'heure, mais je ne suis pas rentré dans le détail. Ça serait avoir des logements en décote à moins 35% par rapport au prix du neuf, moins 20% par rapport à l'ancien. Alors, pour le moment, on n'a pas démarré. On va déjà démarrer dans le neuf. L'ancien, on verra après. Mais ça nous sortirait, on va dire, un prix moyen autour de 2600 € le mètre carré habitable. Donc, économiquement, pour nous, c'est, on pense, réaliste, comme je disais, au vu des études qu'on a commencé à réaliser avec les promoteurs. Merci beaucoup. On voit bien la diversité de vos territoires. On voit bien quand même des lignes transverses, enfin, voilà, des choses, un gros engagement sur la qualité, un gros engagement sur le travail, évidemment, de faire en sorte que ce soit un produit qui corresponde bien aux besoins et pas uniquement sorti du chapeau d'un élu. L'idée, on en a parlé à plusieurs reprises depuis hier, c'est aussi de voir comment le BRS, au-delà de son lancement, alors bon, sur Paris, effectivement, quand on voit le nombre de personnes qui candidatent pour un logement, on se dit qu'il n'y a pas trop de difficultés à installer le dispositif dans la durée. Sur les autres territoires, c'est peut-être des choses qui peuvent être plus difficiles. Olivier Lebrun, quand on a préparé cette table ronde, vous parliez du fait que, évidemment, il y a les habitants, évidemment, il y a les promoteurs, mais en premier lieu, il faut que les élus soient convaincus. Vous 5 à cette tribune, vous l'êtes, vous le montrez. On a des exemples depuis hier. Comment vous avez embarqué où vous cherchez à embarquer les communes dans le département qui, pour certaines, peut-être étaient moins partantes, emballées par ce dispositif? Alors, on a ciblé, en fait, dans notre géographie prioritaire de l'AFS, on a ciblé les communes qui étaient assujetties à l'article 55 de la loi SRU. Voilà, parce que pour les aider à atteindre leurs objectifs, même si les BRS ne sont pas intégrés dans les objectifs triennaux, ils rentrent dans l'inventaire une fois qu'ils sont réalisés. Donc, c'est pas mal aussi, ça permet aussi de ne pas faire que du BRS, ça permet de mixer bien les deux. Et puis les élus, on les convainc par un certain nombre de choses, parce que nous, on le voit en fait un petit peu à la différence de certains des témoignages ici, c'est le fait qu'on a les T4 qui partent en premier, puis les T2. Et en fait, ça montre aussi que les T4, c'est les familles qui ont 2 enfants déjà. Les T2, ce sont souvent en fait des jeunes en fait qui peuvent pas s'installer, acheter sur nos communes tendues, et donc qui peuvent de cette façon en fait franchir le pas de l'acquisition patrimoniale. Et donc ce qui fait que les maires, lorsqu'on va les voir, en fait,
Il dit c'est un produit qui s'inscrit dans ce schéma, ce chemin résidentiel. Et en fait, ça permet aussi de garder des habitants sur la commune pour éviter qu'ils s'en aillent ailleurs. Et surtout des habitants qui en fait, ont déjà vécu sur la commune. Et on voit que, notamment, en fait, nous, on essaye dans la commercialisation, d'une part, de prendre des commercialisateurs spécialisés, pas forcément ceux des promoteurs, mais des spécialisés qui connaissent bien le métier. On privilégie pendant une quinzaine de jours, en fait, une proposition aux habitants de la ville. Donc, pour essayer là aussi pour dire aux maires, vous allez pouvoir garder aussi des habitants dans votre ville. Au total, on a près de 20% des acquéreurs qui sortent du logement social. Donc ça permet aussi de libérer du logement social et on a besoin de ça aussi, d'avoir la fluidité quand il y a des taux de rotation qui sont de 5%, 5-6% dans le logement social. Ça permet aussi de libérer le social. Alors après, avec la gestion en flux, ça devient un peu compliqué pour réattribuer des logements qui seraient dans les contingents des villes. Mais ça, c'est un autre sujet. L'autre élément, c'est un élément de qualité aussi. Je vais le redire, c'est le fait que la qualité, c'est intrinsèquement la qualité du logement lui-même, et c'est aussi de son positionnement, et qui ne soit pas trop éloigné des commerces, des transports en commun. C'est un élément important dans la commercialisation, parce que sinon, en fait, on risque de faire chou blanc. Il y a encore des élus qui ont encore des idées fausses sur le BRS. Et qui confondent avec d'autres types de logements, comme le démembrement par exemple, et qui disent oui, mais en fait le BRS, ça compte pas, au bout de 15 ans, ça disparaît de l'inventaire logement social, ce qui n'est pas vrai. Et donc il faut aussi arriver à leur sortir de la tête en fait cette idée-là. Donc c'est un travail de l'ensemble de l'équipe de l'EFS d'aller expliquer aux différents maires. Il n'y a pas très longtemps encore, dans ma communauté d'agglo, j'ai eu 3 maires qui m'ont dit mais ça sort de l'inventaire SRU. Et ben non, c'est pas vrai. Donc ces idées-là, il faut les combattre, les combattre. Et il a fallu aussi convaincre non seulement certains maires, mais tous ceux qui sont assujettis à l'OSRU sont convaincus. Donc là, il y a assez peu de difficultés. Et il fallait convaincre aussi au début les acteurs du marché immobilier, les banques, les notaires, qui se disent mais c'est quoi ce truc ? On ne sait pas ce que c'est compliqué. Donc en fait, on a fait le tour des banques pour leur expliquer, pour leur dire, voilà, c'est de l'accession normale, et les personnes vont contracter un emprunt. Et donc, c'est toute une chaîne qu'il a fallu convaincre. Et je pense que maintenant, je pense que l'ensemble est tout à fait convaincu et a mis en place les outils pour pouvoir contribuer au développement du BRS. Merci. Lucie Champenoche, je vous voyais hocher de la tête quand Olivier Lebrun parlait des banques. Oui, nous on a des questions un peu sur le financement, alors pas tant des opérations qu'on arrive à financer, mais des acquéreurs qui rencontrent des difficultés. Donc ça c'est vrai que pour avoir un bail réel solidaire qui fonctionne dans la durée, il faut débloquer cette question du financement des ménages. Donc nous on va rentrer avec la COP foncière francilienne sans doute en discussion un peu étroite auprès de différents opérateurs bancaires, parce qu'on ne comprend pas toujours leur positionnement, leur pratique de taux, voilà. Donc on va aller discuter avec eux, et puis ça se passera mieux. Une des choses qui sans doute permettrait de débloquer dans la durée le BRS, c'est le prêt à taux zéro dans les conditions de rachat, donc pour la revente. Donc nous, on est assez convaincus qu'il va falloir monter au créneau pour permettre ça, parce que ça, c'est ce qui va assurer, avec la maîtrise du foncier durable, l'acquisition rendue possible pour des ménages qui sont sinon, qui ne correspondent pas en fait aux critères d'éligibilité du financement, parce qu'ils n'auront pas des gros apports, ils n'auront pas tout ce qui est exigé, et des conditions qui se durcissent en plus là. Alors on espère que c'est conjoncturel, mais quand même drastiquement. Donc cette question-là, elle est essentielle pour que ça se fasse dans la durée. Je pense qu'il y a une question aussi de simplification de la commercialisation ou de la communication. Donc il y a des élus qui ne sont pas encore tout à fait au fait, mais c'est normal, ça reste quand même assez nouveau. Il y a des habitants qui ont des inquiétudes. Nous, on en parle sur la question de l'héritage, sur la question des garanties de rachat. Donc ça pose quand même tout un tas de questions, parce que c'est vrai qu'on sort d'un modèle, Jacques Baudrier le disait, de la spéculation foncière, et donc c'est les femmes qui achètent, qui sont prêtes à acheter en sortant de ce système. Mais il faut quand même se mettre dans un esprit de se dire... j'achète pas pour capitaliser, j'achète pas pour... Alors on capitalise parce qu'on crée un capital, mais on spécule pas, quoi. Donc d'accepter ça et de rendre acceptable cette idée,
et ça va dans un sens avec l'habitabilité à long terme d'un point de vue écologique et d'un point de vue social des villes, c'est quand même un renversement un petit peu de la conception de la propriété foncière qu'on peut avoir comme ça, quoi. Donc ça c'est super important. C'est important de dire que plus de 80% des gens sont éligibles en fait. Donc c'est pas quelque chose qui est réservé, c'est pas marginal, c'est pas voilà, faut pas être timide de ce point de vue-là, et c'est pas quelque chose qui est de propriété de second rang, quoi. Donc ça aussi ça compte. Nous, on avait organisé un salon du BRS avec les différents acteurs concernés, avec voilà, en Ile-de-France. On va réitérer parce qu'on avait eu justement des commercialisations et des ventes dans ce salon, donc ça fonctionne. Et on veut simplifier, quoi. On veut mettre en avant l'idée que c'est simple et que ça fonctionne. À l'AG de la COP foncière qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, j'ai pu rencontrer des acquéreurs nantériens de BRS qui étaient convaincus. En fait, il faut que ce soit pas seulement les élus qui portent ça, je pense, mais montrer que ça fonctionne et que tout se passe bien en fait quand on sort de ce modèle de la spéculation foncière finalement. Merci beaucoup. Agnès Touvenot, pour enchaîner avec vous, donc vous l'avez dit, à Villeurbanne, le BRS il est installé quand même dans la politique de la ville de ces dernières années. Lucie Champenois vient d'évoquer un certain nombre de points qui peut-être permettraient de fluidifier ou de simplifier le dispositif. Quels seraient les sujets pour vous pour passer à l'échelle? C'est un sujet qui nous a beaucoup fait travailler hier. Oui, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est comment est-ce qu'on a une charge foncière qui est raisonnable. On l'a dit à plusieurs reprises, mais en fait, le BRS, c'est pas une politique foncière. Donc, il faut qu'on ait des réserves foncières faites par les collectivités territoriales. Donc, il faut des EPFL. Et il faut que toute la chaîne du foncier, parce que sinon, derrière, c'est des fonds propres extrêmement importants qui sont à mobiliser et des redevances qui pèsent sur les ménages. Et sur cette charge foncière raisonnable, on a aussi comment est-ce qu'on vient préserver le bien commun qui a été constitué depuis très longtemps avec les logements sociaux et notamment dans le cadre de la vente HLM. Donc, nous, on impose systématiquement que les ventes HLM par les OPH, pour l'instant, on essaye de faire tous les logements sociaux, mais en tout cas les OPH, c'est en vente en BRS qui permet de garder sur du long terme du logement accessible. Le deuxième point, et ça a été aussi évoqué dans ces journées, mais c'est la question du BRS dans l'ancien. Alors vous lancez, nous pour l'instant on n'a encore pas réussi. En fait, BRS dans l'ancien, nous on voit deux axes. Il y a le premier axe, c'est via la préemption. On a encore des immeubles en monobloc de propriété et on voit que s'il y a préemption via la métropole de Lyon et puis la revente à un organisme HLM qui est capable de faire la rénovation, c'est comment est-ce qu'on ne paye pas 3 fois les droits de mutation, comment est-ce qu'on arrive à appeler des financements ANA et pour faire la réhabilitation et puis après revendre dans le BRS. Donc c'est en fait du BRS futur qu'on pourrait constituer dans ces ventes par la préemption. En tout cas, nous, aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, s'il y a des territoires qui arrivent à le faire, moi, je suis preneuse, mais bon, pour l'instant, nous, c'est pas possible pour des questions de fiscalité, pour des questions d'appeler les financements ANA. Et puis, le deuxième point, c'est comment est-ce que la rénovation du parc privé, à la fois dans les copropriétés dégradées et dans le parc ancien, aujourd'hui, l'ANA mobilise des milliards d'euros, 4,5 milliards d'euros du budget de l'ANA. En fait, on ne peut plus se dire dans un moment où en fait, il n'y a plus d'argent public que cet argent public qui va sur les propriétaires privés, on vient pas, la valeur elle n'est pas captée par la propriété privée qui fait après une culbute. Donc comment est-ce qu'on réinvente un conventionnement qui fonctionne via le BRS? Je ne sais pas s'il faut majorer les aides de l'ANA si on bascule en BRS. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais techniquement, de manière très précise. Mais en tout cas, je pense qu'on a un plaidoyer à porter collectivement. Aujourd'hui, on a des centaines de milliers de logements en F et G. Alors, ils vont être mis sur le marché, là, si on va voir avec le projet de loi. Bon, peut-être, mais en tout cas, il faut qu'on accompagne la rénovation. Il faut qu'on accompagne la rénovation de très grande qualité, parce que sinon, on va se retrouver avec des brouillards thermiques. On le voit, en fait, les rénovations la petite semaine qui sont faites par les marchands de biens, c'est pas du logement digne, et donc il faut qu'on ait un mécanisme collectif qui vienne capter ces logements en F et G. Voilà, ça nécessite aussi, et ce que j'entends bien pour la foncière, en tout cas nous, en fait, elle aime pas trop des petits logements dans le diffus à droite à gauche, mais en fait, il va falloir qu'on y aille aussi comme ça, parce que si on se dit qu'on attend que tous les immeubles entiers sont en vente en monobloc, en fait, on va pas y arriver. Voilà, donc il faut qu'on arrive à être un peu plus agile pour avoir un vrai effet de levier sur la rénovation des villes, parce que
En tout cas, une ville comme Villeurbanne, on est à 90% construit. Donc, c'est-à-dire que 90% des logements, ils existent. Et donc, c'est bien dans une logique de réhabilitation qu'on peut faire un effet de levier. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est vraiment les sujets qui sont extrêmement importants. Et puis, le dernier point, c'est quand même l'accompagnement social des ménages qui auront acheté en bail réel solidaire. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on soit très outillé pour mettre en place l'accompagnement social, faire la veille avant les premiers impayés, de remboursement de prêts, voilà, puisque peut-être que la redevance va être payée, mais il n'y a pas de remboursement de prêt. Voilà, donc il me semble que ça, c'est aussi un sujet dans un cadre vraiment de fragilisation des ménages. Merci beaucoup. Jacques Baudrier, vous hochiez la tête aussi quand Agnès Touvenot parlait de l'ANA et de la difficulté parfois des montages ou des aides. On a lancé déjà quelques opérations de requalification de bâtis anciens. Mais nous, il y a 6 millions de logements construits avant 1914 en France, massivement des passoires et des bouilloires thermiques. À Paris, on en a plus de 500 000. Donc vous voyez, on a un petit peu un tiers des appartements du 19e siècle jusqu'en 1914 de France sont à Paris. Donc pour nous, c'est plus qu'un sujet. Il y en a pas mal en monopropriété. Et ça coûte très très cher de les rénover. Et nous, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de résidences secondaires. En plus, ils ne sont pas habités. Les copropriétés n'arrivent pas à investir. Les monopropriétaires souhaitent vendre. Et c'est vrai que si il y avait des dispositifs fiscaux qui nous encourageaient à transformer des dizaines de milliers de ces logements en BRS, ça serait vraiment extrêmement important. On était lors des dernières journées à Strasbourg, on était avec Honoré Puil qui est dans la salle, avec la directrice générale de l'ANA, on a insisté lourdement pour qu'on puisse être plus aidé et avoir accès au financement pour le bâti ancien. Bon, ça a avancé, mais extrêmement lentement ou pratiquement pas. Donc ça, c'est vraiment une bataille qu'il faut qu'on gagne. Et j'insiste. Et puis, moi, j'ai entendu parler de la Caisse des dépôts qui voulait faire des prêts spécifiques pour le bâti ancien. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, nos pires passoires thermiques avec les financements de l'ANA actuels. À Paris, on rénove surtout les immeubles des années 50 en D et E, et on ne rénove pas, ou peu, les immeubles en F et G, ceux qui sont interdits de relouer. Donc la politique publique, globalement, est totalement orthogonale avec la réalité. Donc c'est un vrai sujet, et il faudrait que les choses changent, et je pense que le BRS, on a une demande massive dans nos villes, d'ailleurs qui est avec un soutien. Nous, Paris est une ville, mais il y a 17 maires d'arrondissement et tous toutes veulent du BRS, quelle que soit leur sensibilité politique. Donc c'est bien un sujet consensuel. Il y a vraiment besoin à la fois de crédit de la Caisse et puis de financement ANA pour nous encourager. Et c'est la clé du développement en BRS à Paris, mais je pense dans tous les centres des grandes villes françaises. Merci. Gardez le micro parce que Agnès Touvenot disait à l'instant que sur l'accompagnement social et la suite en fait de la vie dans le BRS, il lui semblait qu'elle n'était pas complètement outillée, ou en tout cas que les élus n'étaient pas complètement outillés. À Paris, votre OFS a quand même un fonctionnement, je ne sais plus si vous aviez dit dirigiste ou interventionniste tout à l'heure, c'est quand même un petit peu ce que vous avez décidé de faire aussi avec l'OFS, qui est très présent aussi à toutes les étapes, et y compris vis-à-vis des personnes qui achètent en BRS. Elle ne les lâche pas dans la nature et elle continue à travailler. Et cette notion d'accompagnement dans la durée, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN de votre OFS. C'est-à-dire que nous, il y avait une demande forte d'habitat coopératif à Paris. Et comment construire à Paris, c'est compliqué. On a lancé un certain nombre de projets une dizaine d'années, mais il y a eu énormément de recours contre nos projets d'habitat coopératif qui ont mis 10 ans à sortir. Donc, il va y avoir une logique un peu que le BRS soit un peu un substitut, qui ait une dynamique coopérative en associant tous les copropriétaires. C'est un peu, voilà, c'est un peu dans cette logique-là qu'on développe ces dispositifs. D'accord. Et j'ai cru comprendre aussi que votre OFS avait un dispositif d'accompagnement et serait très vigilant au premier impayé d'avoir un accompagnement à proposer pour justement ne pas laisser l'éventuellement copropriété dériver. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un peu dans la culture de l'accompagnement social de son dodo bailleurs qui sont maîtres d'ouvrage. Donc ça, c'est très fortement ancré dans notre service public du logement. Merci beaucoup. Nicolas Choutide, vous êtes un territoire qui démarre, on le redit à chaque fois, mais je pense que tout le monde l'aura bien compris. Pour vous, voilà, on a différents témoignages qui ont été faits. C'est quoi les premières conditions de réussite compte tenu de tous les éléments qui viennent d'être dits et de ce que vous constatez sur vos terrains? C'est quoi? C'est de convaincre les communes, d'embarquer les promoteurs, de sécuriser le foncier, de rendre le produit lisible pour les ménages? C'est tout ça en même temps, mais par quoi on commence? Déjà par les élus. Il faut réussir à
fédérer tous les élus. Sur la métropole, les élections viennent passer. Sur 23 maires, on a 11 nouveaux maires. Il a fallu faire un travail parce que je suis président de l'EPFL seulement depuis 15 jours. Donc en 15 jours, il a fallu convaincre... C'est plein de débuts sur votre territoire. Voilà, tout à fait. Donc il faut déjà commencer par là. Aujourd'hui, alors les 22 autres maires qui étaient avec moi étaient convaincus, bien entendu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faudrait être fou pour ne pas être convaincu de cet outil que l'on a entre les mains. Aujourd'hui, c'est nous qui allons initier les opérations et c'est nous qui allons également devoir convaincre la population, justement, de profiter de ce BRS. Si on ne le fait pas, j'ai envie de vous dire, je pense que personne ne le fera à notre place. On parlait aussi tout à l'heure des partenaires, des promoteurs qui nous sollicitent énormément. J'en ai parlé déjà tout à l'heure. Effectivement, on est en train de co-construire de futurs programmes ensemble parce qu'eux aussi... Alors, ils sont convaincus, bien entendu, mais il faut réussir aussi, en tant qu'élu, à leur montrer qu'on est à leur côté et que si on met ça en place, c'est qu'on veut qu'ils travaillent également avec nous. J'ai envie de dire, c'est un tout. On parlait tout à l'heure de redevances, vous savez, foncières. Nous, on se situerait aux alentours de 1 euro. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, en termes de communication, il va falloir être bon, je pense, à l'avenir, parce que, comme vous l'avez dit, on démarre. Il va falloir qu'on fasse de la com, beaucoup de com. Et ce matin, dans les ateliers, j'ai entendu des choses très intéressantes parce qu'il va falloir rassurer l'acheteur à la fin. Si on ne lui explique pas qu'il y aura une redevance qui sera payée tous les trimestres, si on ne lui explique pas que dans 15 ans, eh bien, le bâtiment aura vieilli et il y aura certainement des frais que l'OFS ne peut pas prendre en charge, ne pourra pas aider. Alors, on a évoqué, nous, plusieurs sujets. On réfléchit sur des sujets où la métropole pourrait venir en aide après par des systèmes, mais ça, on n'est qu'au début de l'action. Mais aujourd'hui, voilà, il faut réussir on va dire, à faire adhérer tout le monde au programme, que ce soit les promoteurs, les élus, mais avant tout les élus. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à une partie que vous connaissez bien maintenant et je vais demander de rallumer la lumière parce que je ne vois toujours pas la salle quand elle est allumée comme ça. Est-ce que vous avez des témoignages à nous apporter, des réactions, des questions, peut-être sur est-ce que vous vous retrouvez, est-ce que vous avez des sujets qui font écho à vos préoccupations? Est-ce que sur l'accompagnement, peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé de l'amont, on a beaucoup parlé du montage, mais peut-être assez peu de la vie dans les premiers programmes, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé? N'hésitez pas. Je sais que le deuxième jour, après le déjeuner, c'est toujours plus compliqué. Cécile Hagman devant. Ah, il y avait Imed et après. Bonjour. Non, simplement, je voulais réinsister encore une fois sur ce qui a été dit, et notamment sur l'existant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que l'ANA a des moyens assez importants et accompagne des projets de particuliers qui, par la suite, l'argent public repart sur le marché. Donc, je trouve, moi, assez scandaleux pour tout vous dire. Donc, je pense qu'il est très, très important que, dans une période de pénurie d'argent public, je pas, mettre l'opprobre sur l'ANA parce que c'est pas le sujet et qu'on est au début de quelque chose, mais il me paraît vraiment important que les aides publiques soient sanctuarisées et qu'on a besoin aujourd'hui d'intervenir sur l'existant. Ça devient une nécessité et si on ne pourra pas le faire, ça coûte extrêmement cher quand on doit acheter un immeuble, qu'il faut l'acheter au prix du marché, qu'il faut le rénover, que ça coûte plus cher que le neuf. Ça ne peut pas se passer d'aides publiques. Voilà. Et ces aides publiques, on voit bien que les collectivités aujourd'hui ont des difficultés. Il y a de l'argent à l'ANA, c'est pas pour piquer l'argent de l'ANA, mais c'est pour dire qu'il faut que l'argent public soit investi de manière intelligente et durable. Merci beaucoup. Cécile Hagman devant. Oui, bonjour, merci. Non, moi je voulais peut-être revenir sur 2 points et remercier Lucie Champenois d'avoir soulevé cette question des typologies, des granulométries et de peut-être au moment où on en est dans le BRS, maintenant de se poser effectivement la question des logements qu'on produit et de leur capacité à répondre aux besoins et donc à réinterroger dans chaque collectivité les réflexions qu'il peut y avoir et qui ont pu être écrites depuis un certain temps sur
quelle offre de logement et pour proposer des choses plus adaptées. Donc je trouve que, en tout cas, je voulais réinsister sur ce point parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui apparaît comme un besoin important. Et sur le deuxième sujet qui était l'accompagnement, je pense qu'on en est tous là. Maintenant, on a commencé à livrer nos premiers logements, on a nos premières reventes. On commence pour certains, même s'il n'y en a pas beaucoup et qui sont très ponctuels, on commence à avoir les premiers impayés à traiter. Et donc, on doit se structurer. Et c'est vrai que nous, à la COP foncière, ça fait partie de nos sujets. Et on s'est engagé pas plus tard qu'hier sur la question de la revente et de l'accompagnement de nos acquéreurs à la revente, avec un référentiel et un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent. Mais je pense qu'effectivement, c'est un de nos sujets dont le réseau doit se saisir, de cette professionnalisation de chacun d'entre nous sur ces questions-là. Et je réagissais en écoutant tout à l'heure, en disant, bon, on s'est félicité, c'est bien, on a 180 OFS, je crois, qui ont été agréés en France, et en même temps, 30 000 logements, 180 OFS, c'est aussi une forme de risque de d'émiettement. Et donc, je pense que cette force du réseau pour qu'on puisse chacun, avec nos moyens et nos capacités de développement, être quand même costaud sur l'accompagnement est important. Et donc, je pense que le réseau a toute sa place pour ça aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, intervention? Christian Chevet, devant. Je pense qu'Emmanuel t'attendait que j'en parle, c'est de la redevance, puisque j'en parle tous les ans. C'est vrai que j'étais un peu déçu. Voilà. Donc la redevance, en fait, il y a deux écoles dans nos OFS. Il y a certains OFS publics ou par des métropoles qui subventionnent leur OFS. Là-dessus, c'est très bien, hein, j'ai rien contre. Mais souvent, le but, c'est aussi de contenir la redevance, qui est tout à fait légitime, ce que je comprends. Ce qu'ils font à Paris, c'est très bien. De toute façon, ils n'ont pas le choix, sinon ce serait impossible. Hein. Mais on a aussi des territoires, et notamment en banlieue parisienne, on a des territoires où on peut tout à fait produire du BRS sans forcément aller chercher de la subvention pour faire baisser le montant de la redevance. C'est ce qu'on fait à Nanterre, c'est ce qu'on fait à Ivry, c'est ce qu'on fait nous un peu partout à Bagneux. Et je pense que un jour il faudra qu'on porte vraiment ce débat au sein de FSF parce que je veux dire un locataire HLM quand il paye son loyer HLM, il y a une quote-part de foncier dans son prix. Hein. Et il ne faudrait pas que la redevance en BRS soit moins chère que ce que va payer le locataire HLM, qui, si on dit que le foncier, c'est à peu près 30% du prix, hein, le loyer à 6 ou 7 euros, vous faites 30% de 6, vous voyez ce que ça fait en redevance. Donc, je dirais attention à les ménages. Moi, je pense que la solidarité, hein, BRS, le solidaire, hein, passe aussi par le financement du foncier. Il se fait par plusieurs générations de ménages qui, au fil de l'eau, vont financer ce foncier et le rendre public, finalement, de fait, pour le mettre à l'abri du marché. Et je pense que cette solidarité peut être aussi portée par des ménages qui ont quand même les moyens de le faire, dire qu'on n'est pas dans le parc social, c'est pas des locataires HLM, on est sur un public différent, même si ça reste des gens globalement modestes, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais on est dans le domaine du possible. Et donc je pense qu'il faut qu'on ait un débat serein et sur la redevance, parce qu'il y a toujours, moi, quelque chose qui me fait peur, c'est de vouloir instituer une réglementation sur le montant des redevances. Et ça veut dire que des OFS comme le nôtre, où on applique le prix juste, enfin le prix réel du montant du foncier à travers une redevance étalée quand même sur 80 ans, hein, sur l'emprunt de la Caisse des dépôts, il ne faudrait pas que demain, parce que en disant on va être plus vertueux que tout le monde et faire moins cher, on nous empêche, nous, de travailler et de rendre quand même, de faire aussi des heureux par le nombre de BRS qu'on produit sur nos territoires. Voilà, j'ai fait mon couplet sur la redevance. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui veut réagir à quoi. Est-ce que sur cette question de la redevance qui pose en fait la question du curseur entre la soutenabilité du BRS pour le ménage et l'équilibre économique de l'opération? Ah, pardon. Eh bien, allez-y. Bonjour à tout le monde. Donc, dans la continuité des échanges,
vous expliquer, nous, donc, sur le projet qui va sortir en BRS, on a eu de longs débats avec donc, le porteur de projet sur la question de la redevance. Mais j'ai été convaincue par un fait, c'est que, au-delà, oui, vous avez compris qu'on a cédé un terrain à coût plus qu'honorable, mais j'ai été convaincue qu'il valait mieux augmenter la redevance, parce que finalement, nos citoyens, ça leur baisse le prix de la vente des murs, ils vont plus facilement chercher un emprunt, et à côté de ça, ils sont tout à fait en capacité de payer cette redevance mensuelle. Donc c'est clairement un juste équilibre, mais s'il faut aller chercher de l'argent public en plus de ce que j'entends, etc., moi je préfère que l'argent public il soit allé chercher ce qui a été dit et très opportun à l'ANA pour venir aider les opérations et tout ça. Mais aujourd'hui, ceux qui s'inscrivent dans cette démarche et qui vont acquérir ont tout à fait accepté la redevance qui n'est pas 1 euro, qui est supérieure, mais à côté, on n'a pas exclu un nombre certain de foyers parce que, justement, ils n'auraient pas pu aller souscrire un emprunt supérieur si la redevance avait été plus basse. Donc j'entends qu'il y a 2 écoles, mais il faut être très vigilant et c'est peut-être important que vous le travailliez vraiment ensemble. Et avant de vous redonner la parole, je dirais à monsieur que je pense que le plus gros enjeu n'est pas d'aller convaincre les élus. Je pense que ça sera le plus facile, en tout cas sur notre grand territoire. Il n'y a pas eu de problème pour aller convaincre les élus, mais par contre, ce que j'ai compris et j'ai beaucoup appris, je vous remercie à tous sur ces 2 jours même de ma place d'élu, aller chercher la question du T0 pour les futurs repreneurs et aller chercher un peu l'argent public de l'ANA pour ces enjeux de demain. Je pense que ça sera peut-être plus difficile, mais qu'il ne faut pas que vous lâchiez le combat. Et nous aussi, auprès de nos parlementaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était Maïder Beotegui, qui est maire de Bardos, une petite commune du Pays Basque, pour ceux qui n'étaient pas présents hier, et qui est aussi, comme vous, Nicolas Choutit, au début du lancement du BRS. Donc peut-être sur cette question de la redevance, qui est finalement celle aussi de la question de l'équilibre, ce que je disais, entre où est-ce qu'on met le curseur, entre la soutenabilité d'une opération au regard du marché et puis la solvabilisation des ménages. Lucie Champenois. Oui, si vous voulez. Oui, je trouve que c'est un vrai débat qui a un sens politique, en fait, sur le sens du foncier, qui n'est pas du tout la manière dont les gens l'abordent quand ils achètent un logement, quand même. Enfin, faut se le dire. Donc, les gens, ils regardent, ils font leurs calculs, ils se disent, il y a le prêt, c'est tant, et la redevance, c'est tant, et ça me fait... Voilà. Nous, on est entre 1,7 et 2,12 par mois, parce que... Voilà, on ne veut pas qu'elle monte parce qu'on sait que sinon, ça bloque. Et déjà, les gens se posent des questions quand ils voient 80 mètres carrés, 160 € par mois, qui pour eux ne servent à rien. Et c'est là où, en fait, il n'y a pas de sens à cette redevance et qu'elle n'est pas... Non, mais qui, dans leur tête, au départ, se disent mais pourquoi je paye une redevance alors que je suis voilà. Et donc, d'où la question du propriétaire de second rang, d'où la question de c'est pas de la vraie propriété. C'est ça, enfin, c'est les gens, les habitants, les habitantes qu'on croise, ils le prennent comme ça parfois. C'est-à-dire, si je dois payer une charge foncière, ça veut dire que c'est pas moi le propriétaire, quoi. Et pourquoi je la paye? Et en plus, pourquoi elle est chère? Donc il y a voilà. Et donc, comment est-ce qu'on transcrit d'un point de vue politique et du fond quelque chose qui est hyper technique, en plus d'expliquer le sens du foncier porté à 80 ans par un truc qui s'appelle un OFS dont personne n'a entendu parler jusqu'à avant-hier, quoi. C'est particulier. Donc ça demande quand même du temps et ça demande, à mon avis, quand même de réguler, c'est-à-dire de ne pas proposer des choses qui paraissent délirantes. Il y a on en parlait, je ne sais plus, avec Cécile Hagman, je crois, mais il y a des villes autour qui, chez nous, ont fait des trucs à 5 ou 6 € du mètre carré ou des 4, voilà, c'était ça. Moi, je me dis, mais c'est imprésentable à Nanterre, par exemple. Alors que je comprends les enjeux de montage financier. La question de la diminution du prêt, par contre, devient intéressante. C'est-à-dire que si ça permet de faire diminuer le prix de l'acquisition globale, ça peut être intéressant. Et j'en parlais avec ma collègue de Villeurbanne, et donc je le dis, mais on se posait des questions sur la modularité possible de la redevance en fonction des capacités financières des ménages. C'est-à-dire que si on arrive à être à cette échelle-là de finesse, ça devient aussi plus discutable. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce point ou sur la revente? Olivier Lebrun? Oui, peut-être sur la question de... je ne sais pas s'il faut arriver jusqu'à la modulation en fonction de la capacité financière qui évolue en fait dans le temps en fait pour les ménages en question. Donc ça devient quelque chose d'assez complexe, sachant qu'on inscrit quand même la redevance dans le bail qui va être signé. Donc ça veut dire qu'il faut revoir quand même un peu le montage juridique. Donc c'est un peu compliqué. Il ne faut pas oublier que la redevance, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à financer le foncier sur le long terme. Donc on prend des emprunts
il y a des fonds propres, mais également il y a des emprunts qui sont constitués. Et puis ça sert aussi à financer le fonctionnement, la gestion de l'OFS, qui a besoin de pouvoir gérer ensuite. Éventuellement se constituer des garanties pour pouvoir, un fonds de garantie pour pouvoir venir en aide à l'accompagnement des propriétaires, mais également en aide en fait en cas de revente. Donc on est au tout début du mécanisme, donc on tâtonne peut-être un petit peu, mais il faut pas négliger le fait qu'on va avoir des charges ultérieurement qu'il va falloir couvrir. Donc ce point-là en fait doit être travaillé sur et en fait la diminution du prix de vente éventuellement et la question de la redevance, ça ne va pas forcément dans la même poche non plus, même si c'est les mêmes personnes qui... c'est du vase communicant peut-être pour l'acquéreur, mais pas forcément pour l'OFS. Merci beaucoup. Sur la question de la revente, peut-être pour les territoires qui sont les plus engagés, est-ce que c'est un point qui vous pose question? Cécile Hagman parlait de la charte, de la signature qui a eu lieu hier, justement pour faire en sorte de sécuriser au maximum ces reventes. Est-ce que vous, c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé? Est-ce que vous avez des points de vigilance sur le sujet? Je parle là plutôt aux territoires qui sont très avancés, Paris, Villeurbanne et Nanterre. Alors, nous, ça reste un vrai point de vigilance, mais aujourd'hui, je dois reconnaître que c'est totalement transparent pour l'élu que je suis. Je ne sais pas, sur les 120 BRS qui sont déjà habités, s'il y a déjà eu des reventes. Donc, c'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on a un véritable observatoire du BRS, comme on a un observatoire du logement social et on a la question de l'occupation sociale. Aujourd'hui, le fait que finalement l'OFS est que sur le fond, entre guillemets, que sur le foncier et que finalement l'habitant c'est un propriétaire comme tous les autres, finalement on perd cette lisibilité. Donc peut-être que, en tout cas sur la métropole de Lyon, c'est un chantier qu'il faut qu'on ouvre parce que l'accompagnement social, on a forcément des ménages qui vont avoir des accidents de vie et sur lequel il y aura de la revente, il y a des séparations, il y a voilà, la vie normale. Donc en tout cas, moi de ma place où je suis, je ne sais pas s'il y a des logements qui ont été revendus. À Paris ou à... Non. Olivier Lebrun, vous vouliez réagir, je crois. Et après, et après Lucie. Ce à quoi il faut être vigilant, c'est le fait que l'acquisition initiale en fait, du BRS se fait sur une décote par rapport au prix habituel. Et en fait, la question en fait, de l'écart entre le prix de vente dans l'accession classique à la propriété et l'acquisition en fait en BRS, cet écart doit rester suffisamment important. Et si jamais on a des retournements des marchés de l'immobilier avec une diminution forte des prix de vente en fait du marché, et donc en fait on risque de se retrouver avec un écart de moins en moins important, ce qui fait qu'on risque d'avoir aussi des difficultés pour les acquéreurs passer en fait du BRS pour pouvoir revendre, parce qu'il va falloir trouver des personnes qui correspondent bien au profil selon les conditions qui ont été définies, et en fait on va se retrouver en compétition aussi, ou en concurrence avec l'ancien, voire du neuf en fait, qui pourrait être presque à un prix pas beaucoup plus important que le prix de vente. Donc ça c'est un point qui est un point de vigilance. Et pour l'instant, on ne sait pas bien, mais on a déjà vu dans le temps des fluctuations relativement importantes du marché de l'immobilier et des prix, en l'occurrence, pas forcément qu'en termes de quantité, mais en termes de prix. On a vu quand même des effondrements parfois des prix de l'immobilier de façon assez forte. Merci beaucoup, Lucie Champenois. Oui, alors sur la transparence, enfin sur l'absence de données, je disais, mais si on n'a pas de nouvelles, c'est une bonne nouvelle. Enfin, du point de vue des élus, c'est nous attirer notre attention quand il y a des soucis. Donc, bon, je serais assez rassurée à votre place. Moi, j'avais demandé effectivement, mais c'est plus facile de le savoir quand on a un seul OFS qui travaille sur un territoire, et puis nous, c'est une seule ville, donc on est plus en capacité d'avoir une lecture fine des choses. Donc c'est vrai que, alors que quand c'est à l'échelle de la métropole, ça se passe différemment. Donc on a des reventes qui se passent même avant la livraison. En fait, parfois c'est des choses qui arrivent, des accidents de la vie, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est des reventes qui sont dans du neuf ou quasi neuf. Donc il n'y a pas cette question de comment se revendra un BRS qui a 10, 15, 20 ans, mais c'est quelque chose qui doit nous occuper. Et ça, c'est une vigilance qu'on a pour l'avenir, quoi. Merci beaucoup. Dernière option pour lever la main et poser une question ou réagir. Sinon, après, je passe au tour de conclusion de cette table ronde. Une main s'est levée. Oui, bonjour. Je suis Isabelle Relfèvre, je suis journaliste et je suis avec attention le développement du BRS depuis
longtemps maintenant et je suis vraiment impressionnée par le développement. J'y ai toujours cru et je pense que c'est vraiment un outil incroyable. Mais ce que je vois, c'est quand même deux choses. Alors, je suis pro-BRS, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a deux choses qui me préoccupent. C'est d'abord, je trouve que la place des habitants, on ne les voit pas beaucoup, alors qu'il faudrait qu'ils soient plus acteurs, et notamment qu'ils soient plus acteurs dans la copropriété où ils vont s'insérer. Et avec un point de vigilance, le problème des copropriétés, c'est qu'elles ne provisionnent pas la rénovation de leur immeuble. Et c'est un des gros points faibles de la copropriété, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de faire des provisions vraiment à la hauteur de rénovation. Donc, deux questions. Comment est-ce qu'on peut mieux impliquer les habitants, notamment dans la gestion de leur immeuble? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient un peu majoritaires dans une copropriété? Et comment s'assurer que l'immeuble va être bien entretenu à l'avenir? Merci. Une dernière question? Non. Oui, si, là-haut, une main qui s'est levée. Bonjour, Benoît Fusic, MyBRS. Je voulais rebondir un peu sur la partie redevance et vous donner aussi au passage une information sur Villeurbanne. Vous avez 2 reventes en route en ce moment. Donc un compromis signé, un autre qui va signer. Vous pouvez me donner les la adresses, semaine s'il vous prochaine. plaît, ça m'intéresse. Voilà, je vais vous voir ensuite. Le sujet de la redevance, nous on a un regard un peu national sur ce qui se fait et sur la revente. Il n'y a pas de formule magique, je pense, pour effectivement le déterminer, ce montant de redevance et la décote. Les redevances élevées, ça peut devenir un problème sur les différentes reventes successives. Pourquoi? Parce qu'on a des décotes sur les biens qui se réduisent au fil du temps avec une redevance qui a tendance à augmenter après, en fonction des règles de calcul qui ont été établies. Et à un moment donné, on se retrouve avec un peu un effet ciseau et des reventes qui vont coincer. Donc c'est aussi là-dessus où il faut être vigilant, je trouve, et on est plutôt partisans, nous, d'une redevance pas trop élevée ou éventuellement qui ne soit pas révisable. Au moins, c'est quelque chose d'à peu près linéaire dans le temps, puisque c'est vrai que pour les ménages, il ne faut pas l'oublier, on est dans un contexte inflationniste et assez souvent ça fait peur. Ce montant de redevance et comment il va évoluer dans 5 ans, dans 10 ans pour les ménages qui achètent, notamment à la revente et qui sont déjà passés par un financement sans PTZ, comme on l'a beaucoup dit sur ces 2 jours, et avec des frais de notaire qui sont plus réduits non plus, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On arrive vraiment à la fin, donc je préfère, Christian, je vous propose de répondre au cocktail qui suivra. Peut-être, non, il n'y a pas de cocktail en plus, mais de répondre sur la route qui mène à la gare, au train, je ne sais. Voilà, je vous propose de faire ça. Peut-être, puisque sinon je vais me faire, le président va me faire les gros yeux sur l'heure à laquelle on va terminer cette table ronde. Peut-être répondre sur la place des habitants. C'est quelque chose qui a été abordé aussi déjà hier. Là, évidemment, on parlait des élus et je ne vous ai pas interrogé sur les habitants, mais évidemment que vous faites cas des habitants. Peut-être, qui veut répondre à Isabelle Rey-Lefebvre sur ce sujet? Vous pouvez tous répondre par ailleurs si vous le souhaitez. Hein. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'investissent dans la copropriété, mais en tout cas, il y a une espèce d'impatience chez les habitantes et les habitants qui vont investir des logements en bail réel solidaire, comme s'ils avaient touché le Graal. Moi, quand je les rencontre, ils sont tellement plus contents que des propriétaires classiques, donc, parce qu'en fait, ils arrivent à rester dans l'endroit dans lequel ils vivaient déjà. En fait, ils ont pu avoir un parcours résidentiel, et donc il y a un attachement au territoire, puisqu'ils ont choisi de rester à Villeurbanne, et ils ont pu rester à Villeurbanne. Donc, je n'ai pas de retour sur la manière dont sont gérées les copropriétés. En tout cas, il y a cette vraie joie profonde d'attachement au territoire et de pouvoir habiter dans le territoire qu'ils ont choisi, alors que dans beaucoup de parcours résidentiels, les parcours résidentiels, ils sont contraints. Voilà, c'est juste une observation de terrain. Donc après, comment vivent les AG de copro, ça, je n'ai pas été voir. Lucie Champenois. Oui, alors c'est vrai qu'il y a en plus il y a des AG de copro qui peuvent être différentes. Si c'est 100% BRS ou si c'est mixte, c'est pas forcément pareil, parce que 100% BRS, on n'a que des nouveaux acquéreurs, donc
pas formés. C'est vrai que nous, on exige dans la charte qualité que les nouveaux acquéreurs, quels qu'ils soient dans le libre comme dans le BRS, aient des temps de formation menés par un organisme indépendant, donc comme la DIL ou comme la... Enfin, voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on réinsiste et c'est vrai que c'est super, super important et super formateur de ce point de vue-là quand on achète un logement dans le neuf en BRS ou non. Sur la vie des copros, on n'a pas assez de recul pour dire aujourd'hui si le fait que ce soit du 100% BRS ou en mixte, ça fasse une différence, par exemple, parce que dans le libre, on pourrait avoir des gens qui ne sont pas nouveaux propriétaires, donc qui ont déjà connu un petit peu les aléas de la vie en copropriété. Et puis, c'est le suivi que peuvent avoir les villes sur ensuite l'accompagnement des copropriétés et la vigilance vis-à-vis des copros dégradés, qui pour nous sont pas tant aujourd'hui le fait des logements qui sont habités en fait par des gens qui résident que quand c'est des fonds d'investissement spéculatifs qui laissent se dégrader ou des résidences secondaires qui, ça le cas doit se poser pas mal à Paris, pose souci. Donc sur des gens qui occupent et qui vivent à Nanterre, on a en tout cas là moins de problèmes que sur d'autres situations qui arrivent en copropriété. Jacques Baudrier, vous vouliez réagir? C'est un peu le même témoignage qu'à Gestuno à Villeurbanne. Nous, les acheteurs, ils sont hyper contents. Et pour la plupart de nos programmes, c'est des programmes 100% BRS. Donc, ils sont impatients. C'est aussi des achats de proximité massivement. Quand c'est un arrondissement de Paris, vous avez en gros la moitié des acheteurs qui viennent du même arrondissement, voire du même quartier. Et les autres, ils viennent de l'arrondissement, des deux arrondissements à côté. Donc, c'est vraiment, voilà, on peut rester dans notre quartier, faire famille. Ils sont hyper heureux et donc on organise le maximum de temps, de réunions, de copropriétaires, pose de première pierre, apéro, etc. Mais en tout cas, voilà, on met des lieux communs dans chaque programme. Enfin, il se crée une alchimie, assez naturelle qui fait que je suis sûr que ça va bien se passer, quoi. Parce que voilà, et parce que rien que le fait, et il y a aussi, il faut pas mésestimer la part du bouche à oreille dans les acheteurs de BRS. C'est souvent, on voit arriver, j'ai mes amis qui ont acheté dans l'immeuble juste à côté de la ZAC, il y en a 3 autres. En fait, les gens, pour certains, du fait du bouche à oreille, les acheteurs se connaissent, parce que c'est des groupes d'amis en fait qui candidatent. Donc ça créera forcément de la convivialité. Merci beaucoup Olivier Lebrun. Oui, j'allais dire, cette question on l'a traité un petit peu tout à l'heure sur la question de l'accompagnement des acquéreurs. En fait, c'est ça qu'il faut pouvoir faire et leur dire qu'ils sont propriétaires, ils doivent se comporter comme des copropriétaires, avec une particularité et qui a un petit peu agité notre Assemblée générale il y a une dizaine de jours. Quand je dis agité, on a eu des débats là-dessus sur le fait qu'il y a aussi en fait quelque chose qui est un peu dissocié dans le sens où l'OFS en fait a un droit de vote. De voter des travaux, en fait, mais que l'OFS ne va pas forcément payer, ou en fait, il y a quelque chose comme ça qui va être un peu particulier. Ça, c'est sur le plan juridique, il y a certainement quelque chose à retravailler là-dessus. Et donc, pour l'instant, on n'a pas la solution parce que c'est pas à nous que revient de faire la loi. Mais en l'occurrence, il y a cette dimension. Donc, à un moment donné, les propriétaires vont devoir, quels qu'ils soient, vont devoir en fait prendre en charge. Dans 5 ans, 10 ans, en fait, prendre en charge un travail important, en fait, certainement, de mise à niveau de leur patrimoine. En tout cas, pour éviter qu'il se dégrade de façon trop importante. Donc, je pense que l'accompagnement, notamment avec la DIL, on a parlé de tout à l'heure, en fait, permet aussi aux gens, aux acquéreurs, de se dire, effectivement, je suis dans une position, je suis super content. Ça, c'est généralisé, en fait. Mais néanmoins, il faut sortir de cette euphorie. Et puis, enfin, il faut la continuer, mais il faut à un moment donné se dire, ayons les pieds sur terre, et donc faisons en sorte d'assumer la redevance, leur mention d'emprunt, et puis les charges qui peuvent être afférentes à cette copro d'un style particulier. Mais en fait, on met en place en France un système qui existe déjà dans d'autres pays. Il me semble que les pays anglo-saxons ont déjà ce phénomène, ce système de dissociation du foncier et du bâti depuis des années et des années. Merci beaucoup. Nicolas Choutier. Moi, je vais vous faire une réponse très courte. Apparemment, tout le monde est très satisfait quand ils arrivent dans un BRS. Moi, je vous donne rendez-vous en 2028 quand j'aurai sorti mes premiers programmes et puis je vous ferai un retour si vous le voulez bien.
Merci, ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Merci à vous pour vos témoignages et votre participation. Merci à vous pour votre écoute. Ce sera maintenant le mot pour la cérémonie de clôture. Je vous remercie de ces 2 journées passées avec vous. Je vais céder la parole. Alors je ne sais plus, Président, qui conclut en premier. C'est la DHUP. Merci beaucoup. Et puis je vous invite à rejoindre la salle. Et puis en attendant que monsieur s'installe, je vous invite juste, je fais mon moment d'autopromotion. On est partenaire du réseau depuis des années, donc n'hésitez pas. Dans le cadre de ce partenariat, vous pouvez tester AEF Info. N'hésitez pas à venir vous informer avec nous. Merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas si ça fonctionne bien le micro. Oui, merci. Merci d'abord à Mantoue pour nous avoir invités à vos journées. C'est traditionnel et on est très heureux d'y participer. L'équipe de la DHUP a été présente au cours de ces 2 jours. Puis je tiens aussi à excuser mon directeur qui devait être là aujourd'hui et qui n'a pas pu pour diverses raisons. Je voulais aussi et surtout saluer le succès de ces journées. C'est très impressionnant. On l'a notamment vu du bas là. On a des gradins qui sont très remplis. C'est d'année en année un succès qui se vérifie chaque fois. Et donc ça démontre la dynamique qui est à l'œuvre. Cette dynamique d'ailleurs qui ressort dans l'observatoire, qui ressort aussi dans le bilan d'activité des OFS que nous allons bientôt publier. Donc moi, mes équipes me disaient il y a quelques années... les BRS, on va doubler le nombre de BRS tous les ans, j'y croyais pas. Bon, je note quand même qu'en 2024, on en avait près de 4000. Là, on est à près de 7500 en 2025. Donc, on est sur cette trajectoire. Et votre présence ici, les résultats que vous avez obtenus montrent que le BRS a vraiment trouvé sa place dans le parcours résidentiel. Et vraiment, on en est très content. Alors, cette dynamique, c'est aussi des nouvelles questions. Et ces questions, elles ont été évoquées, approfondies au cours de ces 2 jours. Et elles sont à la fois importantes et structurantes. Donc moi, j'en ai relevé quelques-unes. Je vais les lister. Évidemment, ça va constituer une feuille de route pour les acteurs, mais également pour le ministère. Je me permets de le dire. Donc il y a la question... de la revente, évidemment, qui n'était pas une question pendante il y a quelques années, mais qui devient vraiment une question importante. Donc j'ai noté cette question-là avec les questions de financement de la revente, notamment la question du PDZ, qui est revenue à plusieurs reprises. Il y a la question des nouveaux secteurs en tension. Donc on a vu la carte qui vous a été montrée aujourd'hui, où effectivement on couvre quand même à l'échelle de la France les secteurs en tension un peu historiques, mais il y a l'accompagnement par exemple des quartiers de gare, qui a été un des points qui a été évoqué. Il y a la question de la pédagogie, donc la pédagogie envers les élus, envers les nouveaux élus. Donc on est vraiment là une charnière aussi avec les nouvelles équipes municipales, mais pas uniquement les élus aussi. J'ai noté tous les acteurs du logement. Donc là, c'est un chantier qui est récurrent, mais qui est aussi encore très important. La question de la prise en compte dans les politiques locales. Donc on a évoqué, vous l'avez fait, la question de l'intégration dans les PLH, dans les PLU. Il y a la question qui est aussi un petit peu nouvelle d'articulation entre le locatif et l'accession dans un programme de BRS. Il y a la question là, que vous avez évoquée au cours de cette table ronde de typologie des logements, de l'action du BRS dans l'ancien. Comment on peut répondre grâce à ces outils à tous ces enjeux. Et bien évidemment, c'est des questions sur lesquelles on sera collectivement amené à travailler ensemble. Donc voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long, je veux juste signaler peut-être quelques points en ce qui concerne la DHUP. Tout d'abord, vous l'avez peut-être vu, on a installé deux stands. Donc le premier qui concerne l'outil Boris, qui maintenant a trouvé sa place dans le paysage. Donc cet outil, je le rappelle, sa vocation est un outil d'intermédiation entre les ménages et les OFS. Donc le ministère et la DHUP a été à l'initiative de cet outil et maintenant on en est à un point charnière où on souhaite une appropriation plus large de la part des OFS et en lien avec Foncier Solidaire France, on souhaite avancer de manière partenariale sur cet outil et donc on va lancer un groupe de travail dès la rentrée sur cet outil. Deuxième élément, et ça rejoint des points qui ont été évoqués sur la connaissance de l'activité, donc
des travaux qui sont largement engagés sur l'intégration d'un module BRS dans ce qu'on appelle le SIAP, le système d'information des aides à la pierre. Même si on n'est pas sur du logement locatif social, on a développé un outil, un module spécifique pour les BRS. L'objectif, c'est la simplification du recueil de la donnée et c'est aussi la mise à disposition de ces données. Donc notre objectif, c'est d'améliorer la connaissance de l'activité au fil de l'eau et de pouvoir être transparent parce qu'une politique publique se mène aussi en transparence. Parfois, on peut regretter d'avoir des mauvaises nouvelles, mais il vaut mieux avoir des mauvaises nouvelles, il me semble, que pas de nouvelles du tout. Donc c'est important d'avoir un thermomètre qui fonctionne et c'est un peu l'ADN de ce chantier. Et puis je conclurai dans un dernier point, c'est le renforcement du partenariat avec Foncière Solidaire France. On a travaillé, on va mettre au point dès l'année 2026 une première convention de soutien avec un soutien financier sur un certain nombre d'actions qui seront menées en partenariat et en soutien de Foncière Solidaire France. Donc je citerai les axes principaux, donc la promotion du BRS, le suivi des BRS, la sécurisation des agréments des OFS. Donc je n'ai pas cité le chiffre, mais aujourd'hui, on est à près de 200 OFS agréés, ce qui est quand même pas négligeable. Quand on voit la progression sur les quelques années, c'est absolument remarquable. La question de la formation, donc au-delà de l'information, on s'est rendu évidemment compte, et vous l'avez dit, de la complexité aussi du dispositif et le fait qu'il ne soit pas rentré encore dans les mentalités, notamment des ménages. Donc là, on a la question de l'information et de la formation. La question de l'expérimentation, vous avez commencé à aborder le sujet de l'application du BRS dans l'ancien. On a parlé de copropriété dégradée, voilà, il y a des expérimentations qui se créent et l'objectif que s'est fixé Foncière Solidaire France et sur lequel évidemment on va apporter notre soutien, c'est de pouvoir suivre et encourager ces expérimentations. Et puis la question d'une discussion en continu sur les évolutions normatives au sens large. Donc là aussi, on est content de participer à ces journées, on est aussi content d'avoir ce lien avec Foncière Solidaire France pour justement ajuster, lorsque c'est possible, lorsque c'est nécessaire, le dispositif pour un meilleur fonctionnement. Voilà, c'est des très beaux chantiers pour nous en tout cas, et on est très content de participer à ces journées et on est très satisfait aussi de l'engouement vis-à-vis de ce dispositif. Et voilà, je conclurai sur ces quelques mots d'encouragement pour l'avenir. Merci Monsieur Chuchel. Pour conclure ces deux journées, place maintenant à Renaud Père, président de Foncier Solidaire France. En fait, on devait rendre la salle, non, c'est ça. Pardon. Mesdames et messieurs, chers adhérents, adhérentes, participants et participantes, et puis aussi chers partenaires. Et avant même de vous dire un mot, permettez-moi d'abord un mot tout particulier pour Anne-Catherine Farneau, notre secrétaire générale. Qui, depuis une dizaine de mois, porte le réseau, multiplie les échanges, rend possible des événements comme celui-ci. C'est un réel plaisir, je le dis au nom du bureau sortant, au nom du conseil d'administration sortant, un réel plaisir de pouvoir travailler avec elle. Merci aux équipes de la Fédé des COP HLM et en particulier à Vincent Laurier et Juliette Grenier d'être là, d'avoir travaillé aussi à cette superbe organisation et encore merci à la Fédé des COP de son éternel soutien et puis merci aussi à la COP foncière francilienne, à toutes les équipes, à Cécile Hagman pour cet accueil, ce travail accompli depuis des mois et véritablement cette tenue de journée à Ivry, en banlieue, comme aime à le dire Christian, c'est une vraie réussite et donc merci beaucoup pour tout ce travail. Après Lille, Rennes, Anglet,
Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, nos 8e journées à Ivry ont été un réel succès. Plus de 400 participants, participantes. Cette édition est réellement marquante, des visites impressionnantes qu'on a mieux organisées, je crois, que par le passé, en les plaçant au bon moment, l'occasion d'échanger avec les habitants et les habitantes, des ateliers, où il aura été question de sujets que nous traitons régulièrement, sur la structuration des OFS, sur la fiscalité, sur l'ancien, mais également des sujets qui témoignent de notre maturité probablement, ou de la maturité en tout cas du bail réel solidaire, la revente, qui devient une de nos grandes préoccupations, on en a encore parlé aujourd'hui, mais sans oublier la question des invendus, qui a été un des ateliers qui a le plus mobilisé, je crois, au cours de ces 2 journées. Aujourd'hui, je veux surtout vous dire notre chance d'avoir un réseau de plus en plus visible, structuré, capable de plaider, de corriger, d'alerter, tout en nous rassemblant. Le réseau ne suffira pas, jamais. Le dialogue suppose plus de réactivité de l'ensemble de nos partenaires. Et enfin, nous devons garder en nous en permanence les 3 grandes valeurs de notre réseau, de nos OFS, que sont la sécurité du logement, le temps long, et bien sûr le logement comme le foncier, entendu comme des biens communs. Nous sommes au début d'une histoire, celle d'une accession sociale durable à la propriété. Et nous devons le dire à toutes et tous, aux habitants et habitantes de l'île de Ré, à Ivry, en passant par Cabourg, Lyon, Montpellier, Rennes et bien d'autres lieux, et à vous qui êtes leurs interlocuteurs. Nous sommes là. Nous serons là longtemps pour que le logement gagne sur la spéculation, offre une sécurité durable et que la cause du foncier comme bien commun progresse. Enfin, de nouveaux horizons se dessinent pour le bail réel solidaire et pour notre réseau. Alors d'abord, oui, reconnaissons-le, nous sommes au tout début d'une histoire. Une histoire commencée il y a une quinzaine d'années. Dans nos échanges, il y a beaucoup été question des premières idées échangées entre Lille, Lyon, Rennes, inspirées des Community Land Trust et inventant la dissociation économique du foncier et du bâti. Ou plutôt, lui donnant une nouvelle tonalité, et notamment la perspective durable. Un bail de 99 ans éternellement rechargeable. Il y a été question, encore hier soir entre adhérents et adhérentes, de la loi Allure et de ce que nous lui devons. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 33 000 logements engagés. Bien sûr, nous aimerions toujours plus, et Makos nous l'a dit hier, mais la dynamique est là. Plus de territoires concernés, plus d'habitants ambassadeurs, plus d'élus. Et merci aux élus présents lors de cette dernière table ronde pour ces mots d'espoir et aussi ce retour du terrain. Il ne sera pas possible de faire marche arrière, car enfin, mesurons le chemin que nous avons parcouru. Dans cette première phase d'histoire du bail réel solidaire, les premières opérations ont été lancées alors que la crise du logement s'aggravait. Les obstacles ont été nombreux et pourtant le bail réel solidaire s'est installé. Les Françaises et les Français s'appauvrissent par le logement. Ils et elles ne voient plus de perspective, se sentent enfermés en attendant un logement locatif social, en repoussant un projet résidentiel. Les opérations ne s'équilibrent plus. La cause, nous la connaissons toutes et tous. Bien sûr, une réticence à construire et à lancer des nouveaux programmes. Bien sûr, des coûts de construction qui ont augmenté, et cela ne va pas s'arrêter. Évidemment, une solvabilité des ménages qui est en berne. Mais d'abord et avant tout, des gouvernements successifs depuis 2017 qui n'ont pas pris la mesure des dérèglements du marché, de l'inflation du foncier, de la nécessité de soutenir plus que jamais le logement locatif social pour qu'il joue son rôle auprès de 70% de la population et auprès des filières du logement. Nous avons au ministère de l'économie des hommes et des femmes qui pensent encore qu'il n'y a pas de crise du logement, que le logement est un coût et pas un investissement. Eh bien, dans ce contexte qui s'éternise et qui entrave le pouvoir d'habiter,
il n'y a eu qu'une seule lueur d'espoir depuis des années, c'est le bail réel solidaire. Le bail réel solidaire a déjà changé. La pratique d'acteurs économiques, politiques, de bailleurs et bien sûr le quotidien d'habitants et d'habitantes. Je pense évidemment aux acteurs de l'immobilier qui regardaient il y a encore quelques années avec scepticisme ce produit qui pouvait réduire leurs marges. Les promoteurs l'ont adopté, et d'autant plus facilement que l'accession classique est ralentie. Ils et elles nous disent retrouver le sens de la commercialisation, la réponse par le logement à des projets de vie. Je pense aussi aux bailleurs sociaux qui déploient leur expertise en maîtrise d'ouvrage, en accession sociale. Ils rendent possible et concret le bail réel solidaire sur nos territoires. Je pense également aux élus locaux, aux maires, qui saisissent toute l'opportunité de ce logement social, de cette accession qui peut être proposée à leurs administrés. Je pense à celles et ceux, et plutôt à celles, qui passent entre les mailles du filet de nos politiques du logement, aux familles monoparentales, et donc pour 90% des femmes qui doivent trouver une solution au cœur de nos villes. Le bail réel solidaire est une vraie opportunité, un vrai changement de vie. Alors oui, nous sommes au début d'une histoire et oui, nous avons tenu. Nous avons tenu car nous avons un réseau solide, nous sommes là. Nous sommes là et bien là. Et nous devons dire aux hommes et aux femmes qui maintenant attendent de nouvelles opportunités et qui ont besoin que leurs élus locaux s'engagent, que nous sommes là. Nous devons le dire aussi à Monsieur le ministre du Logement. Monsieur le ministre, vous êtes le 8e ministre du Logement d'Emmanuel Macron. Il ne vous reste que quelques mois pour ouvrir une brèche, alors que le bilan des 2 mandats est catastrophique en matière de logement. Monsieur le ministre, vous vous apprêtez à défendre une loi sur le logement évoquant des sujets majeurs, comme la rénovation urbaine, mais où ne figurerait pas la question de l'accession sociale et durable à la propriété. Monsieur le ministre, dans cette traversée du désert de 10 ans en matière de logement, quel a été le seul espoir? Le bail réel solidaire. Votre absence nous désole, mais nous voulons vous dire aujourd'hui que nous tenons bon, que nous sommes et serons là, et toujours évidemment dans le dialogue avec vous. Plus de 33 000 logements, c'est considérable et c'est en progression constante. Nous devons ces résultats au rôle des organismes de foncier solidaire. Plus de 80 composent notre réseau. OFS de collectivités, OFS coopératifs, OFS des établissements publics du foncier. Et enfin, et c'est majeur, car nous devrons encore plus les accompagner, notamment dans la vente HLM, OFS des bailleurs sociaux. Nous devons continuer à piloter notre réseau collégialement, dans le respect de la singularité de chacun des OFS. Mais nous devons aussi être les garde-fous de l'esprit du bail réel solidaire et des organismes de foncier solidaire. Nous devons être vigilants sur le modèle et sur l'agrément. Mieux encore, nous devons travailler avec l'État à devenir les garants du modèle. Autrement dit, créer le label Foncier Solidaire France. Être membre de Foncier Solidaire France, ce n'est pas être un OFS comme un autre. C'est être un OFS qui produit, qui maintient une solvabilité des ménages tout au long de la vie, qui se préoccupe de la vie de la copropriété et bien évidemment de la revente et donc du caractère durable du bail réel solidaire. Foncier Solidaire France comme tiers de confiance, producteur d'expertise, défenseur des valeurs fondamentales du bail réel solidaire, tel est le cap. Notre réseau est aujourd'hui à une nouvelle étape de sa structuration. L'arrivée de notre secrétaire général, son engagement nous permettent d'imaginer de nouvelles actions, de maintenir la régularité des échanges avec nos partenaires. Bien sûr, les ministères du logement, de l'économie et des finances, la Banque des territoires, les établissements bancaires, les promoteurs immobiliers, mais aussi, pourquoi pas, l'Union européenne, dont la Commission a posé les éléments d'une politique du logement. Nous avons renouvelé nos instances. Vous m'avez fait l'immense honneur de me réélire président. Je veillerai à ce que la voix de chacun d'entre vous, de chaque famille d'OFS porte. Je le ferai avec le bureau, avec le conseil d'administration et en particulier avec les 3 vice-présidentes et vice-présidents. Et surtout, j'engagerai avec la secrétaire générale, dès le mois de septembre, des visites de vos territoires,
au plus près des attentes des habitants et des habitantes, en lien avec les élus locaux, convaincus ou réticents. C'est aussi cela le plaidoyer. Montrer concrètement que le bail réel solidaire marche et change la vie des hommes et des femmes. Mais si nous sommes au début d'une histoire, si nous pouvons dire que nous sommes là, présents, nous avons aussi un devoir, inventer de nouveaux horizons d'action. De nouveaux horizons d'action se dessinent. Depuis notre création, nous innovons. Nous ouvrons de nouveaux chantiers, chacun sur nos territoires et ensemble dans le pays. Ces nouveaux horizons ne sont pas une rupture. Il faut au contraire partir des fondamentaux. Nous sommes le réseau reposant sur 3 piliers fondamentaux. La solidarité, la non-spéculation et le caractère durable. La solidarité. Bien sûr, nous poursuivons notre plaidoyer pour que le BRS soit pleinement associé au logement social. Nous faisons partie de cette grande famille. Il reste néanmoins encore des éléments à clarifier. C'est bien l'enjeu, par exemple, d'une meilleure articulation entre production de BRS et loi SRU. Jamais, et nous devons le marteler et y veiller, jamais la production de BRS ne devra se faire au détriment des PLAI et des PLUS. Jamais. Mais dès lors que la part des PLAI et PLUS est atteinte, nous ne devons pas dégrader la carence des communes, sans quoi elles seront réticentes à autoriser des programmes contenant des BRS. Et demain encore, plus quand la conjoncture redeviendra favorable. C'est un risque majeur. Il nous faut donc trouver un décompte non entravant entre OFS, collectivités, État local et DHUP. Soyons incitatifs et ouvrons peut-être un dialogue plus fort avec le ministère sur ce sujet-là. La non-spéculation. Le logement n'est pas une marchandise. Répétons-le, cela fait des années, des décennies, des siècles, que nous constatons que le marché est incapable de répondre à un besoin fondamental, le logement. Et pourtant, nous avons encore des gouvernements qui ne l'abordent que sur ce plan, qui ne traitent pas frontalement de la question de la régulation rangée au rang des mots tabous. Ils continueront à échouer. Nous devons donc parler plus fort et probablement explorer de nouveaux territoires. Nous plaiderons pour un rôle croissant du bail réel solidaire dans la question des rénovations. Les avancées récentes d'une expérimentation lancée par l'ANA sont à saluer, mais tant elles promettent finalement d'équilibrer des opérations, mais trop d'incertitudes pèsent encore. Et nous avons d'autres combats à mener, celui notamment des copropriétés fragiles, voire des copropriétés dégradées. Nous devons nous mettre autour de la table avec l'ANA, la Caisse des dépôts, pour imaginer le levier BRS dans le redressement des copropriétés, tout en se demandant quel type d'organisme de foncier solidaire peut et doit porter cela. La durée, enfin. Nous avons, avec le bail réel solidaire, les éléments d'une politique d'accession sociale durable, éternelle. Bien sûr, il faut sécuriser ce caractère durable, d'où notre combat pour le prêt à taux zéro BRS, quel que soit l'âge de l'acquisition, ou en tout cas du bien acquis. Bien sûr, il faut garantir ce caractère durable. Mais ce caractère durable, c'est aussi cette capacité que nous représentons de neutraliser, par l'engagement des acteurs publics, par l'engagement des organismes de foncier solidaire eux-mêmes, cette capacité que nous représentons de neutraliser le coût du foncier. Ce n'est pas rien. À nous de proposer du coup un usage stratégique du BRS, en s'assurant même, dans les zones détendues, mais qui pourront être tendues demain, en s'assurant même dans ces zones détendues, potentiellement tendues demain, que du BRS s'installe afin que l'on maîtrise les coûts durablement. Ouvrons ce débat avec l'ANRU, par exemple, avec des territoires qui constatent un mouvement des prix à la hausse. Ce n'est pas rien et nous pouvons être un des acteurs collectifs capables de porter avec d'autres, dans la période qui s'ouvre, la cause de la régulation des prix du foncier. Nous avons une légitimité. Au cœur de notre modèle, nous portons le foncier comme un bien commun. Nous avons une responsabilité. Trop de Françaises, de Français s'appauvrissent dans et par le logement. Et la flambée des coûts du foncier n'y est pas étrangère. Nous sommes au début, tout début, d'un chemin parsemé d'obstacles. C'est à nos concitoyennes et concitoyens que nous devons penser à l'heure où s'ouvre une campagne électorale nationale et donc une opportunité pour notre plaidoyer.
C'est aux jeunes actifs, aux jeunes actives, qui n'ont plus d'opportunités, qui n'ont plus les opportunités qu'ont eu leurs parents pour acheter au plus près de leur activité ou dans la commune de leur choix. C'est aux familles qui, à l'arrivée d'un enfant, quittent les métropoles et vont passer des heures dans les transports, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas se payer la chambre en plus. C'est aux mères solo qui, après une séparation, une baisse du pouvoir d'achat, se trouvent sans solution pour avoir un appartement familial. C'est aux jeunes seniors approchant de la retraite et de la baisse de leur budget et qui commencent à avoir peur de la énième augmentation de loyer ou de l'inflation des charges. À elles et eux, nous devons dire que le bail réel solidaire est une solution, un maillon essentiel de la sécurité dans et par le logement. Chers amis, nous avons commencé à changer la vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Nous devons dire à nos partenaires et au gouvernement que nous serons là, et encore plus forts, que le BRS peut encore déployer des nouveaux usages, gagner en force. Pour cela, il y a un interlocuteur, un réseau, Foncier Solidaire France. Nos 8e journées se terminent. Nous nous retrouverons dans un an, exactement, à l'été 2027, dans un lieu qui sera prochainement révélé, mais nous avons besoin encore d'échanger, pour nos 9e journées. Et je l'espère, nous nous retrouverons encore plus nombreux et nombreuses, mais je n'en doute pas réellement. Merci à toutes et tous pour votre énergie. Merci de faire vivre notre réseau. Merci beaucoup.